Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Ossium, le podcast du jeu de rôle et de ses messages, co-présenté par Brocknar et moi-même. Salut Brocknar. Salut Ocus. Donc aujourd'hui... a- Attends, j'oublie. Est-ce que t'as des remerciements à faire, Brocknar? Ouais, il y a des remerciements et en plus, je vais m'étaler peut-être un peu plus que d'habitude. Je t'ai prévenu de ça? Je t'ai pas prévenu de ça. Non, mais c'est pas grave. Je voulais profiter de cet épisode un peu particulier pour remercier les gens qu'on a reçus sur le podcast, pour les re-remercier à nouveau. euh, Parce que chaque rencontre a été vraiment cool. Ça nous a permis de grandir un peu dans ce qu'on fait là au quotidien, c'est-à-dire par rapport à ce podcast, hein. Tous les échanges ont été intéressants, ça donne envie d'en faire davantage. Alors, je sais pas si on fera que ça, je pense pas. Loin de là, on a beaucoup de sujets à traiter en plus. C'est vrai qu'on a reçu pas mal de monde finalement sur les 4 épisodes précédents. Mais voilà, donc merci à Linou et à Eric. Cédric. Pourquoi je l'ai appelé Mais Eric? Eric aussi, il est sympa. Pourquoi je l'ai appelé Eric? Donc du coup, Donc il y a... Tu veux faire dans l'ordre, donc il y avait Linou, Cédric, ensuite on a invité Célène et Alice, et ensuite Thomas. voilà. Merci à toutes et tous pour votre présence. C'était cool. Et aussi, et à nouveau, merci à toutes les personnes qui écoutent. Sinon, ça aurait un peu moins d'intérêt et un peu moins de sens de faire ce qu'on fait en tout cas sur ce podcast. Continuer d'écouter sur le RSS, parce que YouTube, ça commence à vraiment gaver. Donc voilà, on a à peu près, pour donner quelques chiffres vite fait, hein, on a à peu près 350 écoutes sur la partie RSS. Ce qui est plutôt cool. Il y en a beaucoup plus sur YouTube, puisque si on compte le premier épisode, il y a 1000 écoutes. Mais c'est pas tout à fait représentatif, hein. Le premier épisode a explosé parce qu'il a été pas mal repartagé, pas mal suivi. Il y a dû avoir beaucoup de curieux, peut-être quelques déçus, je sais pas. Euh, Encore des gauchistes qui parlent alors qu'ils ont tous les médias pour eux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà. Oh là là. Bref, et voilà, donc je pense qu'on est à peu près maintenant équivalent côté RSS et côté YouTube. Voilà, donc merci, simplement. Puis merci à toi, Locus. Ah bah non, non, mais merci à toi. C'est peut-être l'occasion, finalement, on se remercie tous, là, on s'envoie des fleurs au visage, euh, de préciser aussi que c'est... Voilà, c'est euh, toi aussi qui t'occupes de toute la technique du podcast. C'est vrai. Voilà. Donc merci pour ça, parce que c'est pas quelque chose que j'ai le temps de faire, ni l'énergie, et peut-être même pas les compétences Si, pour faire, donc c'est cool qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de la technique, voilà. avec plaisir. Et sinon, tu m'offres une bonne transition aussi, puisque tu parlais du fait que, bah voilà, inviter des gens dans le podcast, ça nous permettait de faire grandir notre réflexion, etc. Et bah effectivement, c'est un peu le sujet du jour, ça fait partie en tout cas du sujet du jour, puisqu'aujourd'hui on veut faire un épisode un peu particulier, un épisode hors série, qui va traiter des retours qu'on a pu avoir en ligne et aussi dans la vie réelle sur le podcast Ossium et Mhm. sur les 4 premiers épisodes. Et des conséquences aussi que ça a pu avoir pour nous. Euh, donc ce que je propose de faire, c'est de revenir sur les épisodes, c'est surtout les 3 derniers. Et on va le faire dans l'ordre antichronologique, comme ça on va parler de ce qui est plus frais et replonger, remonter dans le temps au fur et à mesure. Locus a un plan. Ouais, j'ai un plan, comme d'hab. Ouais, c'est ça mon rôle, hein, ouais. Voilà. Rocknar Oui, s'occupe de la technique, moi des plans. c'est vrai que je te l'ai pas dit, ouais. Merci pour les plans, De rien. merci pour les documents longs, là, beaucoup trop longs, d'au moins 2 pages, que je découvre en même temps que j'enregistre. Donc au sujet de l'épisode sur Thomas Munier, bon du coup ça c'est des retours plutôt personnels. Parce qu'il y a eu il y a deux sujets. Il y a une conversation avec Thomas sur la gratuité et l'accès payant, les paywalls, l'accès payant au jeu. Et du coup, ça m'a fait réfléchir sur mes propres créas et leur accès. Et j'ai pris une décision là-dessus, hein, sur laquelle j'ai communiqué sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien de très nouveau pour ceux qui me suivent. Et c'est une réflexion qui est toujours en cours parce qu'honnêtement, vous allez voir, je vais expliquer pourquoi, mais c'est pas forcément évident à, à trouver une bonne solution. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé mon catalogue en deux.
il y a des jeux et des aventures qui sont purement en PDF et qui sont pas disponibles en papier, qui elles sont accessibles, on va dire à prix libre, donc ça peut être, c'est gratuit hein, de base, on peut donner une pièce si on veut, mais c'est gratuit. Euh, donc il y a ça d'un côté, et de l'autre, il y a des choses qui sont disponibles en impression à la demande. Et ça, évidemment, ça doit être payant, ça doit être au moins à prix coûtant. Donc, on ne peut pas ne pas faire payer la personne, c'est le principe du print on demand. Euh, et du coup, les PDF qui correspondent à ces créations qui sont en print on demand, ces PDF-là, je les ai mis pas cher, mais je les ai mis tout de même en payant. Alors, il y a une réflexion qui est encore en cours là-dessus. Mais je vais expliquer pourquoi j'ai fait ce choix. Euh, donc déjà, l'idée, j'ai réfléchi sur les formats, on en avait parlé durant cette discussion avec Thomas. Et ce que je sors en imprimé, en print on demand, l'idée c'est que c'est fait pour être utilisé en imprimé. C'est-à-dire que c'est, pour moi en tout cas, alors je veux pas, il y a peut-être des gens qui pensent l'inverse, mais pour moi c'est plus pratique pour ces créations-là, un format imprimé que le PDF. Donc il y a l'idée aussi de pas peut-être, je sais pas, donner le PDF gratuit à côté pour ne pas concurrencer le format que j'aimerais voir utilisé pour ces créations. Je sais pas si c'est clair. Ouais, c'est une question de la manière dont toi tu as imaginé le jeu, dans la manière dont toi Voilà. tu penses qu'on va s'en servir ou tu souhaites qu'on s'en serve. Ouais, il y a Voilà. un format et tu préfères qu'il soit respecté en ce sens-là, quoi. Après, je sais que ça peut être pratique pour tout un tas de raisons d'avoir le PDF à côté, même si on a l'exemplaire imprimé. Et ça, ma réponse à ça, c'est que si on achète l'exemplaire imprimé, en fait, on m'envoie une preuve d'achat et j'envoie le PDF gratuitement. Ok. Il y a le PDF qui est en quelque sorte bundle gratuit avec la version imprimée, quoi. Si on veut le PDF seul, à ce moment-là, effectivement, il est payant. J'ai fait ça pour plusieurs raisons. Alors, la première raison, comme j'ai dit, c'est parce que c'est une sorte de manière de pousser les gens à prendre la version imprimée, on va dire ça comme ça. Et l'autre raison, c'est que ben, j'ai de la demande là-dessus. C'est-à-dire que les choses que j'ai sorties en print on demand et en PDF, il y a des gens qui achètent que le PDF. Donc ben, je me dis que, voilà, moi, ma vision, c'est que le PDF, c'est pas un format pratique pour ces choses-là, mais en gros, entre guillemets, la demande des utilisateurs bah, dément un peu cette vision. Donc, c'est la raison pour laquelle, parce que si j'avais pas ça, je pense que je proposerais pas du tout les PDF. C'est-à-dire il y aurait le produit en print on demand et bah, le PDF fourni avec gratuitement parce que ça peut être pratique. Mhm. Voilà. Et il n'y aurait pas le PDF disponible à la vente seul. Mais comme il se trouve qu'il y a des gens qui demandent ça, bah, je l'ai laissé. Quoi. Voilà. Mais c'est encore des réflexions en cours. Est-ce que je le mets pas du tout et puis c'est que en print et puis tant pis pour vous si vous voulez que le PDF ou est-ce que je donne les PDF gratuits, des choses qui sont en print on demand et les gens ne payent que pour avoir du papier. Bah, j'y réfléchis encore. C'est pas une discussion qui est fermée aujourd'hui pour moi. Quoi. Voilà. Ouais. Je sais pas, peut-être si je sais que toi tu t'étais procuré certaines de mes créas. Est-ce que toi tu les avais pris en print, je crois, je Ouais, pense. alors moi j'ai tendance à suivre, c'est pas que en JDR d'ailleurs, mais à suivre la volonté de l'artiste, de l'auteur, de l'autrice. En général, c'est pour la même raison que je vois mes films en VO en fait. C'est-à-dire que j'estime que s'il y a une sortie physique, j'essaie de me procurer ça en physique. C'est pas toujours facile pour tout, tout ça on se comprend, hein. Là, typiquement, tu vois, avec la ressortie, j'en profite pour en parler. Il y a Dog Eat Dog qui est à nouveau en préco. Il était introuvable, donc évidemment j'avais un PDF, sous le manteau en plus pour le coup, parce que vraiment c'était introuvable. Ouais. Bah là je vois qu'il est sorti en physique, donc je vais essayer de me le procurer quand même. Euh, donc moi je me les étais procurés effectivement en print, et je ressens pas forcément le besoin au quotidien sur les formats que tu as sortis du PDF. Moi le PDF il est plutôt utile sur les plus gros formats, type Warhammer, au hasard. Ah, c'est marrant. Sur un gros format, je préfère avoir un. Alors, j'ai toujours le bouquin, j'ai les bouquins, mais je trouve que en termes de jeu, c'est plus simple quand tu es en partie, surtout sur des trucs très gritty, très lourds, d'avoir le PDF sous la main pour juste faire une recherche quand tu as oublié un truc et qui pourrait. D'accord, c'est pour la recherche. C'est plus de la recherche. Moi, c'est uniquement pour ça que ça me sert. Sinon, j'aime pas les PDF par défaut, en fait. C'est un truc que je. Le format numérique sur des bouquins, j'ai un peu de mal avec ça, quoi.
Ok. Si tu parles de ça aussi, il y a une réflexion du coup sur ce que je fournis en gratuit qui est du PDF uniquement. J'ai commencé une réflexion aussi sur les formats de ce que je propose comme ça. C'est-à-dire que ce soit pas des bouquins en gros qui sont juste en Oui, PDF. Enfin, ça peut être un PDF qui... En ceci que c'est une succession de pages, c'est un bouquin, on peut le dire. oui. Mais l'idée, c'est que déjà, il y a moins de pages. Les choses sont organisées peut-être en double page, imprimables, des choses comme ça, quoi. Des choses pour faciliter l'utilisation, soit pour du print and play, soit même si c'est pas imprimé, le fait que le matériel soit suffisamment restreint pour que ça reste utilisable sur un écran, des choses comme ça, voilà. Mais c'est des réflexions qui se poursuivent. Mais Un peu ce que tu as fait sur Slice, en fait, un format qui est facilement ouais, imprimable. complètement. Slice, c'est vraiment du print and play. On reparlera de Slice après, mais... Donc voilà, discussion avec Thomas Munier qui a été fertile de mon côté, qui m'a fait changer des choses. L'autre chose, c'était aussi un petit retour... Bon, c'est un retour qui me gêne un peu plus parce que Thomas est pas là pour répondre, donc je Du- lance une réponse à son argumentaire, mais... il va- Vas-y, tu veux le Non, dire quelque chose j'allais dessus? dire, il va nous clasher, du coup. Thomas, Bah maintenant, il tant clash mieux, les c'est gens, il fait parfait. du sang. Voilà. C'est parfait. On Euh, t'attend, Thomas, on est deux. Donc on a eu une discussion avec Thomas, juste pour rappeler le contexte. Je vais caricaturer forcément quand je dis ça, mais euh, où Thomas expliquait pourquoi il était un peu frileux vis-à-vis des jeux à message, qu'il préférait les jeux où il y a une dialectique, ou alors des jeux où il n'y a pas de message, quoi, qui sont ou pas trop de messages apparents, peut-être hein, dans une forme de légèreté radicale, comme ce dont on a parlé l'autre fois. Il y avait un argument qui était absent, qu'on aurait pu donner de notre côté, même si c'était pas spécialement un débat, l'idée c'était de le laisser parler aussi. Mhm. Parce qu'en gros, un de ces gros arguments, c'est que les jeux à message, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que les gens changent pas d'idée parce qu'ils ont joué à un jeu à message, etc. Ce qui est un argument complètement entendable. Mais il y a un autre argument, en fait, qui est que... qui est une raison pour laquelle moi j'aime bien les jeux dits à message, alors je mets des guillemets là-dedans, hein, c'est qu'il y a aussi une question de représentativité des idées. C'est-à-dire que, ok, je vais pas convaincre les petits copains de droite que c'est nous qui avons raison. D'accord, mais moi je peux jouer à un jeu où aussi mes idées sont représentées, quoi. Parce que si je joue juste à de la fantasy, je vais dire de base, je caricature et tout, à du D&D, ces jeux qui nous paraissent un peu génériques et qui, quand on creuse, le sont pas, ont un message, permettent pas de tout faire. Eh ben moi aussi, j'ai d'autres jeux à côté où je peux faire des choses que je peux pas faire dans ces jeux-là. En tout cas, pas faire facilement, pas faire, on va dire, avec le jeu tel qu'il est sur étagère, sorti de la boîte. Évidemment, je peux créer une campagne de révolution sur D&D, tu vois. Oui. Mais voilà, il faut le créer. Tandis que si j'ouvre Spire, il m'offre les outils et le cadre pour jouer à la révolte. Mm. Donc je vais pas convertir des gens à la révolte, peut-être en leur faisant jouer à Spire, mais moi je peux jouer à un jeu où mes personnages peuvent jouer ça. Ça irait un peu loin que de dire que c'est genre une safe space, tu vois, pour mes idées. Ouais, mais il y a de C'est ça un quand peu même, loin parce hein. que mes idées, je peux les faire transparaître autrement, même dans des jeux qui sont pas faits pour. Mais ça me permet de jouer à des choses qui sont peut-être plus proches de ce que j'ai envie de voir aussi. Donc il y a une question comme ça, quoi, tout simplement que ces idées soient représentées dans le paysage ludique. Voilà. Ouais, et aussi, ça rejoint un peu ce que je pense de la manière dont il faut être présent. C'est-à-dire qu'il faut occuper le terrain aussi. C'est-à-dire que ça rejoint le fait de garder la parole et tenir la rue, entre guillemets, pour faire une image, tu vois. C'est un peu... en fait, si, les gars, on va y jouer, que vous y soyez contents ou pas, et il y a s'imposer aussi par là, quoi. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire, mais Ouais, c'est clair. Il y être, a une question. être présent, être de gauche et être présent, c'est pas que en manif une fois par an ou deux fois par an. C'est au quotidien être présent, pas lâcher l'affaire quand il y a quelqu'un qui a des propos déplacés, des comportements déplacés. Et même quand il n'y a rien de déplacé, juste rappeler que c'est nous qui avons raison. Mais ça, c'est un débat différent encore. Voilà, donc oui, moi je suis totalement en phase avec toi sur ce point-là. Ok, merci. Bon, je vais fermer là-dessus. Je regrette de donner un peu cet argument-là tout seul. Ouais, ouais. Puis en plus, on est J'aurais aimé d'accord en plus. Donc, le donner, voilà, c'est ça, sans contradiction, quoi. J'aurais aimé le donner devant Thomas Munier. Il pourra bien sûr réagir s'il le souhaite. Bon, ça ne bouscule. Enfin, en même temps, ça ne contredit pas ce qu'il a dit lui. oui, C'est quelque chose, c'est juste un aspect qu'on n'a pas on peut abordé évoquer, ouais. et auquel j'ai pensé entre temps et que je souhaitais évoquer, c'est tout.
Ok, donc ça c'était pour l'épisode 4 avec Thomas Munier. On va continuer à remonter dans le temps et on va vous signaler donc que Célène, donc du podcast Du bruit derrière l'écran, donc on avait parlé de son jeu qui s'appelle Deux Adelphes, qui était un jeu en cours de création à l'époque du podcast. Donc la création a avancé. Il y a un proto qui a été imprimé. Il n'y a pas eu encore de playtest, je crois, mais il y a eu des bons retours, enfin des gens qui étaient intéressés à un festival fin septembre. Et surtout, un proto du jeu est disponible sur For the Drama. Donc on mettra bien entendu tous les liens nécessaires dans la description, mais pour rappel, donc For the Drama, c'est un site donc de Mathieu B qui abrite la version en ligne, une version électronique qui permet de jouer à plusieurs en ligne, d'un certain nombre de jeux, la plupart faits par des amateurs, si ce n'est tous, si je dis pas de bêtises, qui descendent de Pour l'Arène. Donc le jeu de cartes story game où on pioche des cartes avec des questions et on y répond à tour de rôle. Qui servait de base et d'inspiration, enfin pas d'inspiration, mais de base en tout cas en termes de fonctionnement pour Deux Adelphes. Oui, même si je pense qu'il a ses concepts et ses mécaniques propres, Oui. notamment il y a un système de double question, question entre guillemets superficielle et profonde, je sais plus quel est le terme employé exactement, mais oui, en tout cas au niveau de la forme, oui, c'est des cartes qu'on pioche, donc de ce point de vue-là, au minimum de ce point de vue-là, c'est un descendant de la règle. J'ai hâte de pouvoir le tester, moi, Deux Adelphes. Je sais pas dans quelle mesure. A priori, ça y est, on peut le tester. Ouais, mais je sais pas dans quelle mesure j'aurai le temps de le faire. J'espère que je pourrai y foutre les mains, ça m'avait bien hypé. J'y repense régulièrement, c'est rigolo. Il y a des trucs comme ça qui me reviennent. Et Deux Adelphes, régulièrement, je me dis, tiens, ça a l'air. J'ai envie de foutre les pattes, quoi. Ouais. C'est bien, on est déjà deux, donc il nous suffit de trouver un troisième larron, parce que ces jeux-là d'expérience à deux, c'est un peu... peut-être ça se joue à deux, remarque. Peut-être précisément ça se joue à deux. Je m'en souviens pas, je vais pas dire de bêtises. Voilà. Ouais, c'est possible, hein. C'est possible. C'est possible. Bah, après l'enregistrement, là. Non, après l'enregistrement, non, mais... Parce qu'on est pris par le temps, je sais pas si vous remarquez, j'ai un débit de parole Tu parles assez élevé. Et peu. Et donc, petit passage en post-prod. Entre l'enregistrement et la diffusion de cet épisode, on a pu croiser Célène à Octogone et mettre la main sur un prototype du jeu. Malheureusement, on n'a pas pu y jouer, mais Célène a bien pu nous confirmer qu'il s'agissait d'un jeu strictement à deux. L'épisode peut reprendre son cours pour le moment. Ok, de toute manière, on va attaquer le gros morceau, puisque maintenant, on va revenir à l'épisode 2 sur le cyberpunk, un épisode qui a beaucoup fait réagir, que ce soit en ligne, que ce soit dans la vie réelle. Moi, il faut savoir, j'ai des amis qui écoutent le podcast assidûment. Bonjour. Bonjour à eux, ouais, bonjour, bonjour les potes, vous vous reconnaîtrez. Julien, Nicolas, voilà, bisous. Il y en a même un qui a pris des notes pour celui-là, il ne me les a pas encore partagées, donc oui, vraiment, il y a un engouement autour de cet épisode, c'est clair. Je crois que c'est l'épisode le plus vu, alors si on enlève le premier sur YouTube, sur pareil. Je crois que c'est l'épisode le plus écouté, pas vu. Ouais, je pense que c'est le plus discuté aussi, globalement. Après, on a volontairement été provocateur sur le titre et sur l'angle choisi de base, sachant que quand même, à la fin, tous les deux, on aime le cyberpunk. On a décrété que ça devait disparaître pour renaître. C'est ça. Ce que je te propose de faire, on a eu un très très long commentaire sur YouTube que tu as gentiment compilé dans un fichier, Brocknar. Ouais. On va traiter ça à la fin, parce que c'est le gros bout, ok. Je vais d'abord passer sur les choses un peu plus rapides sur cet épisode. Déjà peut-être sur des références, parce qu'il s'est passé des choses dans le paysage ludique, science-fictionnel on va dire, en général autour du cyberpunk depuis qu'on a... Alors ça n'a pas du tout été initié par cet épisode, hein, ça n'a rien à voir avec nous, mais voilà, c'est une coïncidence, on va dire, un hasard du calendrier, il y a eu des choses qui se sont passées autour du cyberpunk. Donc notamment, je vais vous conseiller les lives de Indécent, dont vous pouvez consulter les replays sur YouTube. Ils ont fait ce qu'ils ont appelé l'été cyber cet été, où il y a eu plusieurs épisodes sur le cyberpunk, notamment un qui était très intéressant sur la littérature cyberpunk, avec une spécialiste qui est venue en parler. Donc vraiment, je vous encourage à regarder ces épisodes. Il y en a un qui est plus axé sur les jeux vidéo, plein de choses intéressantes dans ces épisodes, et des bons compléments à ce qu'on a dit.
Ça va Ouais. beaucoup plus en profondeur, évidemment, puisque quand on fait une émission de 3h30 sur la littérature cyberpunk, ils ont le temps de citer plus d'exemples que nous. Donc vraiment, j'encourage à aller voir ces épisodes qui sont bien faits pour celles et ceux qui veulent approfondir les sujets. Toujours dans les podcasts, il y a un podcast que je suis qui s'appelle C'est plus que de la SF, un podcast animé par Lloyd Cherry. Euh, et l'un des derniers épisodes, je pense que c'est l'avant-dernier, a pour thème le steampunk, Ouais. avec encore un spécialiste français qui vient en parler. Donc super complément à ce qu'on a dit, ça va beaucoup plus loin, parce que nous on en a dit très peu, on est resté en surface et puis on est resté très critique. Et là on voit qu'il y avait des choses, il y a des thèmes intéressants qui sont exprimés dans ce podcast, notamment avoir l'angle de dire le steampunk, ça critique, le cyberpunk critique aussi des dérives de la technologie. Et une des approches du steampunk, c'est de dire, mais regardez, la dérive a commencé au 19e siècle. Parce que l'avènement d'une société de machines, en réalité, c'est le 19e siècle. Et donc, c'est un angle qui est intéressant, de ce point de vue-là, sur la réflexion technologique. On parle de ça, et on parle aussi des communautés steampunk dans ce podcast. Et vraiment, là, je veux faire un gros... présenter nos excuses, ça va peut-être un peu loin, mais un gros mea culpa sur le fait qu'on ait vraiment caricaturé ça et dire qu'il n'y a pas de punk et tout. Parce qu'il y a le steampunk, c'est une sorte de mouvement dont la partie la plus visible, on va dire, émergée de l'iceberg, et c'est du cosplay avec du cuir, des corsets, des lunettes de soudeur. Vous voyez des hautes formes, tout ça, vous voyez l'image. Mais donc, cette communauté-là, qui fait aussi du cosplay, fait beaucoup de DIY. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. En Amérique du Nord, alors j'ai plus son nom en tête, il est cité dans le podcast, mais un des fers de lance de cette communauté steampunk en Amérique du Nord, c'est quelqu'un aussi qui fabriquait ses propres machines et ses machines pour fabriquer ses machines. Donc il y a quelque chose, il y a du DIY dans le steampunk, il y a un côté, peut-être pas dans les œuvres, mais en tout cas dans la communauté steampunk, il y a un côté punk qui est indéniable. Ouais, c'est ce Ouais. que j'allais dire. Ouais, la communauté est peut-être plus punk que le mouvement lui-même, finalement. Après, ça dépend ce qu'on met dans punk. Mais j'ai pas du tout regardé, enfin écouté l'épisode de Bah, C'est plus que de je la t'invite à SF, le mais je vais faire. le faire ouais, avec plaisir. Ainsi qu'à tous les gens qui nous écoutent pour aller plus loin que vraiment le truc caricatural où on est un peu resté. Quoi. Voilà. Ok, ça c'était sur les podcasts. Il y a eu des nouveaux jeux, des nouveaux jeux de rôle qui sont sortis aussi. Je vais pas en parler en détail, mais il y a un jeu Ghost in the Shell qui a été annoncé. Il y a un jeu, je sais plus s'il est encore en financement ou pas, il y a un jeu français qui s'appelle Néolutes. Non, le financement est fini, c'était un financement Voilà, relativement ok, court. d'accord. Et il a été, je suppose qu'il a... Oui, oui, parce qu'ils ont une grosse communauté hein, derrière eux. D'ailleurs, ils en parlent, me semble-t-il, dans un des premiers épisodes de l'été d'Indécent. Oui. Et oui, non, c'était. Oui. Ça a été financé et tant mieux. Et encore un autre jeu dont tu m'avais parlé, j'ai pas approfondi, mais ça s'appelle Taz. Voilà, Mais je crois que. on le Ouais, cite. j'ai pas non plus trop. C'est Célène qui nous en avait parlé en réalité de Taz. Je crois. Bon. J'ai pas creusé davantage le jeu non plus. Mais c'était de prime abord, c'est du post-cyberpunk justement, c'est ça qui était intéressant. Ça se présentait en tout cas comme de la résistance du post-cyberpunk. Ouais, c'est ça, la résistance dans un contexte post-cyberpunk. Mais malheureusement, là, je parle dans le vide. Je ne sais pas. À fouiller et à creuser. Bon, on l'a cité en tout cas. Oui, oui, peut-être qu'il répond Euh, très bien à nos critiques. Hein. Voilà, faut juste que je recreuse dessus pour le coup. on a aussi parlé d'un jeu dans cet épisode qui avait l'air de répondre aux critiques qu'on avait. Hein. C'était Signalis, Mhm. je crois. Voilà. Donc bon, je vais pas revenir là-dessus non plus. Heureusement, finalement, ce qu'on a dit était incomplet. Oui. Ensuite, j'ai eu des réactions, c'est un jeu dont on a parlé qui s'appelle The Sprawl, qui est un PBTA cyberpunk, qui est un bon jeu, hein, par ailleurs, je vous encourage quand même à aller voir ce jeu. C'est édité, ça a été traduit en français, c'est édité par Kelren, en français. Il est dispo en print on demand et en PDF. Et une personne qui m'a contacté sur les réseaux, sur Facebook, qui a créé un module sur The Sprawl. Cette personne est venue m'en parler puisque il a développé un module pour rendre The Sprawl plus punk, pour plus introduire vraiment les thèmes de jouer des marginaux, etc., d'avoir un côté plus punk, plus révolté. Et c'est un module qui est disponible gratuitement sur Itch.
En PDF, ça fait 2-3 pages, c'est relativement court. Et donc je l'ai lu, c'est pas mal fait, c'est intéressant. Et je pense vraiment que ça peut ajouter ce thème et cette coloration, on va dire, de Revolt at the Sprawl. Donc je vous invite à aller le voir. Encore une fois, bien entendu, on vous donnera les liens en description. Avant d'attaquer le gros morceau, c'est-à-dire l'énorme commentaire YouTube qu'on va, qu'on va regarder en live, je vais parler aussi du jeu, du coup, Slices. Donc, c'est un petit jeu que j'ai fait suite à l'épisode sur le cyberpunk et à un commentaire d'Alice. J'en ai parlé avec Brocknar et puis Alice m'a encouragé à le faire. D'ailleurs, le jeu leur est dédié. Merci. Ça, c'est pas très dur. Donc ça ici, c'est un petit jeu. Le but, c'est pas vraiment de faire la pub de ce jeu, mais de dire qu'est-ce qui m'a motivé à faire ce jeu et du coup, comment je l'ai fait. Donc on avait parlé un peu de bac à sable du quotidien. C'est pas du tout un jeu bac à sable du quotidien. Attention, parce que le bac à sable du quotidien, c'est une forme de jeu particulière. Il y a un épisode de la cellule là-dessus, on vous le mettra en commentaire. Euh, c'est un jeu en fait où on répond à des questions. C'est un jeu de tranche de vie. Donc où on est dans une société cyberpunk, une société dystopique, où la plupart des joueuses jouent les punks et leur petite révolte. Et en fait, l'une des joueuses joue ce qu'on appelle un slicer, qui est une sorte d'enquêteur qui va, par tous les moyens de surveillance dont le monde dispose, en fait, espionner leur vie. Il est amené à enquêter sur ces personnages, en quelque sorte espionner leur vie par tranche. En fait, il va poser des questions pour zoomer sur des parties de leur vie, et ça va invoquer des scènes que les punks vont jouer. Voilà. En gros, c'est très très vite fait, c'est ça le principe du jeu. Du coup, l'idée, c'est aussi d'avoir des scènes de petites révoltes, des scènes du quotidien, de construire une histoire ensemble, etc. Donc le jeu est disponible sur mon itch.io à prix libre. Donc, vous pouvez le télécharger gratuitement si vous voulez. Ça fait... c'est du A4 recto verso qui est censé se plier en 3, un peu comme un... je sais plus comment on appelle ce format, mais comme une sorte de brochure, quoi. Un flyer. Voilà. Ouais. Et il y a des petits easter eggs dedans. Moi, je voulais savoir si Brocknar t'avait trouvé les easter Ah, pas eggs. du Moi, je tout. voulais parler de ça. Bah alors là, écoute, de ça le type, le jeu il est dédié à ma personne, entre autres. Non, mais c'est pas grave. Il y a Attends, des easter eggs dedans. je l'ai juste là. Je vais pas les trouver en 4 secondes, les easter eggs. Alors, Il y a des petits easter eggs dedans. Allez, je vais dire vite fait, il y a une... Est-ce que je vais m'en souvenir moi? C'est ça la question. Si dans l'exemple, les prénoms des personnages, ce sont des prénoms d'anarchistes célèbres. d'accord. Bah oui, oui, j'avais. Alors Ah, j'avais vu pour évidemment Louise, qui est le premier qui saute aux yeux. Ouais. Mais euh, il y a ah bah oui, je suis con. il y a un nom du fichier à un moment, il y a loading, un fichier .slc. SLC veut évidemment dire slice. Ouais, j'avais vu. Mais le nom du fichier, la date du fichier, c'est la date de la partie test qu'on a fait avec Brocknar et Buck, coucou à lui, et Boom, coucou à lui. Euh, Avec une heure aussi, un eurodatage qui est daté 13-12, donc je vous laisse. Bonne fête à toutes et tous, évidemment. On n'est pas encore en décembre, mais date importante du calendrier anarchiste. Hein. Voilà. Ouais, des petites choses comme ça. Il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliées, mais voilà. Il y a des choses de ce genre qui sont disséminées. Ouais, Droite à j'allais gauche. dire, parce que du coup, voilà, comme tu as craché le morceau, effectivement, j'ai eu la chance d'y jouer. J'allais dire univers très sombre et tout, mais en fait, c'était dans ma tête certainement qu'il était aussi sombre que ça, puisque finalement, euh, la forme de l'univers en lui-même, elle est très très libre. D'une table à l'autre, voire même d'une partie à l'autre, on peut radicalement avoir des rapports différents à ce qu'est un monde cyberpunk et puis à la manière dont on peut l'influer de par des révoltes et puis pourquoi pas, si on a le temps, des révolutions. Mais déjà, la révolte, c'est beau. Euh, Mais en fait, ouais, voilà, très belle partie, très intense. Je trouvais ça hyper intense comme pour un jeu qui tient sur un recto verso. Je conseille très fort. Voilà. Et pas seulement parce que t'es là. Je conseille ce jeu. Peut-être pas des débutants. Je sais pas quel est ton point de vue à ce sujet-là. Est-ce que Slice
Sly, c'est un bon jeu pour débuter le jeu de rôle. Ça dépend ce que t'appelles le jeu de rôle et ça dépend ce que t'appelles débuter. Voilà. On a donc 2 autres Euh, épisodes de prévus sur ces sujets-là. Qu'est-ce que débuter le jeu de c'est rôle? on peut résumer tout ça en disant que c'est du freeform. Donc il y a quand même une sorte de cadrage. On dit bah il faut poser des questions, jouer des scènes, etc. Mais oui, on est sur des choses qui sont peut-être moins guidées que certains jeux. Il faut aimer l'impro, c'est clair. Voilà. C'est... Ok, eh ben, ça y est, hein, on y est. On Hein. y est, le moment tant attendu. Ouais, alors je sais pas comment tu veux procéder. Je sais pas si on va quand même. Tu me demandes ça comme si j'avais des méthodes. Ouais. Pourquoi? Donc pour que nos auditeurs comprennent l'étendue du problème, hein, donc le commentaire il fait 4 pages à 4. Voilà. Ouais, Faut merci qu'on la Enro, transcrive. merci Enro d'avoir fait un retour d'ailleurs Oui, en vrai. oui, Parce que citons-le. oui, parce qu'on n'a pas cité beaucoup de noms depuis le début là. Merci Enro pour ton message. Alors très long, je t'avais dit qu'on y répondrait. Je t'avais pas donné de date, donc j'ai pas menti. On y répond, mais quelques semaines plus tard, disons, pour rester vague. C'était très dense, très intense. C'était juste avant les congés, non? C'était l'épisode qui est sorti en juillet, je crois. Oui. Donc voilà, on y est maintenant. Et puis on va regarder ça ensemble, parce qu'on va le relire. Je l'ai relu 2 fois, je Ok. crois, pour être sûr d'avoir bien compris. Qu'est-ce qui nous était reproché tous? Enfin, reproché, non. Pour savoir ce qui Ouais. a été dit, en fait. Voilà. En fait, je pense que encore la même chose. Il n'est pas là, Oui, donc j'ai pas envie de comment dire d'attaquer son commentaire. Déjà, il a pris la peine de l'écrire. C'est déjà notable vu la taille du du bousin. oui, oui, oui. Donc merci à lui encore. Mais oui, on va lire et peut-être ajouter des précisions ou voir comment ça nous fait réagir. Bon, on va pas débattre avec un fichier texte, quoi. Hein. Non. Je vais pas, on va pas dire c'est nous qui avons raison et voilà. Donc, Non, parce que ça, tout le monde le sait déjà. en plus. Ok, bah donc je commence si tu veux. Je lis donc bonjour Ossium Podcast. Pour commencer, excellente vidéo. J'insiste. Qui m'a apporté un tout autre angle de vision sur le cyberpunk qui m'aide beaucoup dans mon écriture. Je me jette beaucoup de cyberpunk via Shadowrun. Ainsi que pour un projet perso, donc merci à vous deux. Alors, merci Enro. Et puis, n'hésite pas à nous parler de ton projet perso si jamais tu en as envie aussi. Ça pourrait nous intéresser, comme tu t'en doutes. Complètement. Voilà. Mais je voulais apporter quelques précisions sur certains points que vous abordez et proposer de très bonnes œuvres cyberpunk ainsi que d'autres mouvements punk. Dans un but d'échange, je précise, je ne veux pas être le vieux con qui vient râler pour râler. Tu as le droit de venir râler, n'hésite pas. Alors pour commencer, par rapport aux autres œuvres japonaises que vous citez, donc il donne le timecode, je ne vais pas redonner les timecodes, je vous recommanderai une excellente œuvre de cyberpunk japonais, à savoir la trilogie des romans The Ring. Car au-delà du premier roman, plus qu'une histoire de fantômes et d'horreur, c'est surtout une œuvre de SF et plus particulièrement de cyberpunk. Alors, ok, je vais juste acquiescer sagement parce que je ne connais pas du tout voilà, cette trilogie. Évidemment, je vois ce que c'est The Ring si on parle du film d'horreur. Peut-être ça n'a absolument rien à voir avec la fille qui sort du puits, mais Mais elle sort d'une télé aussi. Alors oui, oui, oui. en fait, je m'étais jamais posé la question avant ce commentaire de la portée cyberpunk de The Ring. Et là, en relisant là à l'instant, oui, il faut que je creuse fort en fait. Alors après, comme tu dis, peut-être que le film est trop orienté sur le fantôme, la fantôme et l'horreur, parce que ça saute pas aux yeux. J'ai beau essayer de revoir dans ma tête les différentes itérations du film là, ça m'a pas sauté aux yeux, mais pourquoi pas? Ouais. Ça me rappelle quelque chose, je vais juste rebondir là-dessus. C'est vrai que il y a eu des... Et bon, bah, The Ring en fait partie. Mais tout ce truc dans le cinéma, qui est aussi un truc un peu réflexif, tu vois, parce que le cinéma, c'est des écrans. Et donc, il y a eu plein de films qui sont tournés autour de la réflexion sur les écrans, la télévision et tout ça, dont certains ont une très très forte vibe cyberpunk. On n'a pas cité notamment, mais moi c'est un film qui m'avait marqué, et on l'a pas du tout cité dans l'épisode cyberpunk, mais par exemple on n'a pas cité Vidéodrome Ouais, carrément. de Cronenberg, qui est quand même... je sais pas si c'est du cyberpunk, mais en tout cas ça y ressemble. Oui, 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 il y a clairement des gros éléments de cyberpunk. Ouais. Voilà, donc l'histoire de la télé et des gens qui sortent de la télé me font penser à ça. Ouais, après chez Cronenberg, il y a beaucoup de ça quand même. Il y a beaucoup de sujets qui pourraient venir
toucher au cyberpunk sans forcément en être, quoi. Le rapport au corps et puis à ses modifications, de toute façon, c'est bien présent, quoi. Donc, Oui, oui, il est vraiment obsédé par les oui, modifications corporelles, hein, oui, oui. qu'elles soient voulues ou subies Et, d'ailleurs. et d'ailleurs, son dernier film, alors j'ai oublié le titre. Et Crimes du futur, Non, non, Crimes of the Crime du Future. futur, oui, mais c'est pareil, il était vachement aussi cyberpunk potentiellement. Les linceuls Les de linceuls. Shrouds, ouais. Ouais, il y a du il y a du cyberpunk dedans, puisque ça te propose en gros de suivre. Putain, je vais spoiler ou pas si je le dis? Bah, peut-être spoil Je vais pas, pas mais. spoiler. Voyez ce film, il y a pas mal de trigger warning, hein, c'est du Cronenberg, c'est habituel, c'est un peu Ouais. cracra. Et là, c'est des sujets autour du deuil qui peuvent être pesants à certains moments de la vie des gens. Protégez-vous, mais je trouve ça cool. Voilà, bref, je vais pas m'étaler plus que ça sur ce film, allez le voir si vous êtes en capacité de le faire. Du coup, je poursuis le commentaire, du coup. Sinon, par rapport à votre propos sur Cyberpunk 2077, donc là, on parle du jeu vidéo. Je suis moyennement d'accord, ayant fini le jeu, il y a totalement moyen d'avoir une fin punk. Dans l'une des fins, on peut attaquer le siège social d'Arasaka, Mhm. donc qui est la corpo principale du jeu, avec l'aide d'un clan nomade, et se tirer avec après avoir dépouillé la corpo pour vivre libre et sans les corpos. Je trouve ça pas trop mal perso. Et le côté horrible du cyberpunk dans le jeu, on le ressent pas mal aussi, d'abord par le premier appart où on vit. L'immeuble fait pas du tout envie, il est très délabré, pardon, il y a une répression policière bien présente, et un côté brut au niveau des installations qui donne parfois l'impression d'être dans un lieu purement utilitaire sans la moindre esthétique. Ainsi que la première mission d'intro et plein d'autres moments que je ne citerai pas pour ne pas spoiler tout le jeu. Donc ok, bah là, moi c'est pareil, je dis ok, c'est un jeu que j'ai pas joué, j'ai vu que les bandes annonces très esthétisantes et tout. Par contre, je retrouve certaines des choses que dit c'est Enro ou Enrio, Ah, il y a un i, non? Je sais. j'ai mal dit son nom depuis le début. Il nous corrigera. Mais... Oui, corrige-nous, ou Henrio. Enfin, corrige-nous. Je vais aller vérifier quand même entre-temps, vas-y, continue. Ouais, ben voilà, donc moi j'ai pas joué le jeu et je crois que toi non plus, tu l'avais juste commencé à Ouais. l'époque. Donc, ok, dont acte quoi. On note ces aspects-là dans le jeu. Moi je suis convaincu qu'effectivement il y a des aspects comme ça dans le jeu. Ce que je peux dire, c'est ce que j'ai vu. Moi j'ai vu la série Netflix qui était dérivée du jeu qui s'appelle Edge Runners. Ouais, j'ai vu aussi. Ouais. Et on retrouve un peu de ces aspects-là dont on parle ici. Même si dans Edge Runner, il y a un truc un peu bizarre sur une sorte d'ascension Oui, oui, ça reste. fulgurante. Je pense que c'est déjà à peu près ce qu'on disait ou qu'on aurait pu dire, je sais plus, hein, je connais pas l'épisode par cœur, j'irai le réécouter. Allez le réécouter, l'épisode sur Cyberpunk évidemment. On disait que c'était possible, je pense, de faire du punk avec Cyberpunk, pour le coup, Cyberpunk 2077, Cyberpunk en général, le jeu de rôle. Mais que malheureusement, c'était pas, slash plus, au centre de l'œuvre. C'est-à-dire que on te vend comme un truc suresthétisé, et encore une fois, enfin, on va pas redire les choses, tu vois, Oui, oui. mais nous, ce qu'on regrettait, c'est que la partie punk soit plus si punk, et peut-être pas assez présente. Mais ce qui n'empêche pas, et tu fais bien de le souligner, que effectivement, oui, ça reste possible. Oui, et puis là, il parle, je pense que c'est pour ça aussi, dans son commentaire, qu'il nous parle de la fin. Oui, C'est un moment toujours un peu plus impactant. Voilà, quand t'as fini un jeu, comment ça s'est terminé, c'est quelque chose dont tu vas te souvenir. oui, Donc tu as raison, Henrio, de nous souligner que la fin peut être... il y a différentes fins possibles déjà, et que au moins une des fins possibles est une sorte de fin punk, hein, une forme de révolte. Voilà. Donc c'est noté, c'est corrigé, merci. Mais je soulignais juste que dans Edge Runner, je vais pas spoiler, mais c'est marrant parce que c'est aussi la fin qui m'a agréablement surpris. La fin est est ah assez oui, 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 tragique. oui. Je vais pas en dire plus que ça, je vais spoiler, mais je m'attendais pas forcément à ce que dans une série si, je sais pas, grand public, c'est pas du tout le mot, c'est pas du tout grand public comme série, mais mainstream, on va dire, Ouais, ouais, une série quand même mainstream. Il y a un choix quand même assez radical sur la fin, surtout qu'au long de la série, il y a quand même tout un tas de tropes qui vont pointer vers des formes de happy end, et puis on sait pas du tout ce qu'on a à la fin, donc ça c'était plutôt cool oui. pour le coup. Même si bon, c'était pas forcément un angle vraiment sur la révolte dans la série en tout cas. Voilà. Ouais, pas tout à fait, ouais.
Pourtant, ça démarre pas mal. Je me suis fait la remarque, ça démarre pas mal dans ce sens-là, et malheureusement, ça se perd, comme toutes les critiques qu'on a faites en fait sur le cyberpunk, quoi. Ça suit le chemin. Ensuite, il nous parle d'Alien. Donc je voudrais aussi aborder votre propos sur Alien à 16 minutes 28 pour vous partager mon avis perso sur la question. Je trouve que Alien correspond bien plus à du biopunk que du cyberpunk, car on est plus sur une technologie forme de vie biologique que la compagnie veut acquérir et maîtriser. D'ailleurs, plus on avance dans les suites du film, plus on s'approche de la biotechnologie, clonage, modification génétique, manipulation de pathogènes, etc. Mais je comprends cette confusion due aux éléments punk présents dans les deux mouvements. Ouais, bon, j'ai pas, c'est pas que c'est pas inintéressant, hein, je vais pas balayer ça avec mépris, c'est pas ce que je veux faire, mais je suis pas très excité par le débat sur classer les trucs dans L'hyperétiquetage. ouais, l'hyperétiquetage. Mm. Donc, je sais pas si j'ai grand chose à dire là-dessus. Si pour moi que c'est important que ce soit biopunk, mais je comprends ce qu'il veut dire, hein, je comprends que c'est le moi, je trouve quand même des aspects cyberpunk dedans. Oui, oui. Il y a quand même un robot, il y a quand même de l'IA, il y a quand même des méga corpos. Ok, alors après, on peut me dire, le biopunk, c'est comme le cyberpunk, mais les méga corpos font du clonage au lieu de faire des ordinateurs. Mais ok, bon, voilà. Pour moi, là, on est dans du détail. Il a peut-être raison, je vais pas... Oui, puis je crois que finalement, tu as raison sur le fait que c'est ça la différence. Hein. C'est-à-dire que le biopunk, c'est juste du cyberpunk avec moins de cyber et plus de bio, quoi. On peut juste répondre oui, oui. Allez, après, c'est là que ça... c'est là que ça saigne. Par contre, à partir de 29-19, là, je ne vous rejoins plus, car le côté contestataire punk dans le mouvement cyberpunk est très présent dans plein d'œuvres. Ouais. Eh ben oui, effectivement, on va pas forcément être d'accord, mais c'est pas grave. Pour donner quelques exemples, on a les films Matrix, Total Recall, Blade Runner et Robocop, le manga Gun, je sais jamais comment. Moi, je prononce Gunma, mais comme tu veux. Ok. On a Johnny Silverhand dans Cyberpunk 2077, ou encore le jeu vidéo Dex, etc. Mais je partage votre avis sur les JDR Cyberpunk où ce n'est pas du tout présent. Ah, c'est intéressant, hein, car ce sont juste des jeux à mission sans aucun développement ou réflexion, mais maintenant il ne tient plus qu'à nous de hacker le truc pour y ajouter des messages, des angles de réflexion et des moments de tranche de vie. C'est ce que je fais perso quand j'écris du Shadowrun. Super. Tu es un bon maître de jeu, mais tu joues contre ton jeu. Voilà, c'est là où... en fait, tu rejoins ce qu'on dit, c'est rigolo, parce que tu dis que t'es pas d'accord avec nous pour finalement presque asseoir la position qu'on pourrait avoir, quoi. C'est-à-dire de... Bah, en fait, Shadowrun, c'est très bien, mais c'est pas suffisamment punk, donc je le rends punk. Ce qui empêche rien, au fait, moi je fais un peu de Shadowrun, j'ai des copains qui maîtrisent ça, et c'est cool, mais c'est exactement ce qu'on dit, quoi. Enfin, je sais pas ce que tu voulais toi ajouter locus à ça, mais... Non, je vais rien ajouter à ça parce que je suis d'accord avec ce que tu dis et effectivement, c'est ce qu'il dit, il partage notre avis sur les JDR, donc je pense que c'est pas là que forcément les points de désaccord. Par contre, il fait un distinguo intéressant, il nous dit, c'est vrai dans les JDR, la forme que prend les JDR, c'est pas très punk, mais par contre, il nous dit, les œuvres, voilà, ici des œuvres, Matrix, Total Recall, Blade Runner, Robocop, tout ça, ça c'est punk. Moi, ça, on en a déjà parlé, on a parlé de quasiment... On n'a pas parlé de Matrix. Bon. On a parlé de quasiment toutes ces œuvres-là dans l'épisode sur le cyberpunk. On a dit, je pense, on a abordé pourquoi nous, on pensait que c'était pas très très punk. Je vais peut-être pas revenir dessus, mais c'est comme tout, hein, il y a des degrés, ça se discute, voilà, on peut dire qu'effectivement, évidemment qu'il y a une contestation de l'ordre établi dans ces œuvres, et que même les protagonistes, ils contestent l'ordre établi, mais déjà, on peut s'interroger déjà sur la nature de ces protagonistes. C'est ce que j'avais été en train de me dire, ouais. Blade Runner et Robocop, les protagonistes sont des policiers. Je le rappelle. Total Recall aussi. Oui, alors, est-ce que c'est vrai ça? C'est une sorte d'espion malgré lui, non? Malgré tout, le personnage est quand même... Oui, c'est vrai, il représente... Flic ou pseudo-flic, quoi. Ouais. Donc bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais on en a déjà parlé, donc bon, ok, il nous rejoint pas là-dessus, mais on peut pas faire le débat là, on peut pas commenter plus que ça, je m'excuse auprès de... Enro, j'ai vérifié, c'est Enro. Ok, Enro. Auprès d'Enro, et on en discutera avec toi avec plaisir si tu veux, mais oui, c'est des questions de nuances, c'est des questions de qu'est-ce qui est contestataire, qu'est-ce qui ne l'est pas, à analyser plusieurs éléments dans cette œuvre. Bon, je parle pour toi, Brockner, mais Brockner et moi, on a l'impression que si on prend au global, c'est pas très contestataire. On peut toujours trouver des choses qui le sont dedans. Voilà, après, c'est des choses qui sont sujets à débat, à discussion. Donc ça, je vais peut-être pas... Ouais, dans tous les cas, les toiles dépeintes du monde dans chacun de ces univers est pas glorieuse.
Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai que la forme dénonce des dérives potentielles de notre société. Donc, Mais est-ce que ça, c'est punk, tu vois? Ou est-ce que c'est juste, bah, j'ai regardé et en fait, c'est un état de fait? Est-ce que être punk, c'est juste faire un état de fait ou c'est dire non, il y a ça et moi je veux pas? Et donc je fais en sorte que ça change ou que ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas, on est mal barré, hein. Que ça change. Et je combats après au quotidien ce qui ne me convient pas dans ce système, dans cette société. Voilà. Bon, il faut qu'on se mette d'accord à nouveau sur ce que c'est qu'être punk. Mais encore une fois, on peut pas le faire si t'es pas là. ouais, voilà. C'est pas les. Moi, ce qui m'intéressait, je trouve que c'est un commentaire intéressant. Mm. Et les parties, voilà, que je voulais mettre en avant de ce commentaire, c'est pas forcément les parties contradictoires où bah, on va pas avoir un débat contradictoire avec un homme de paille puisqu'il n'est pas là. C'est plus les parties où il enrichit le propos, il apporte d'autres références et tout, ça m'intéresse. Voilà, quand il nous... moi, je voulais mettre en avant, bah, lui, il a joué complètement Cyberpunk 2077, il nous dit, il y a aussi ça et ça dans le jeu. Bah voilà, c'est bien qu'on le dise Oui. à nos auditrices et auditeurs, et ça enrichit le propos de départ. Voilà. Ok, donc je vais continuer. Sinon, une petite précision par rapport à la question de l'appartenance du corps. Sujet dont on avait pas mal parlé, effectivement. Plus exactement du fait que notre corps appartient à une corpo que vous abordez à 49 minutes 30 avec l'exemple de Ghost in the Shell. Il y a quelques œuvres qui la traitent, comme par exemple le premier film Robocop, j'en avais parlé dans le podcast il me semble, au moment où Murphy va arrêter un membre de la compagnie, mais que soudainement un programme qu'on lui a mis dans le crâne le paralyse, et le type lui explique que son corps n'est qu'un produit appartenant à la société et que par conséquent, il n'a aucun droit de s'en prendre à ses créateurs propriétaires. C'est une très bonne remarque. J'ai rien à ajouter à ça, c'est vrai. Et sinon, il y a aussi Johnny Mnemonic. Donc Johnny Mnemonic, qui est pas... Enfin, moi, je fais une petite parenthèse, ça, c'est pas un très grand film. Mais c'est vrai que c'est du cyberpunk, c'est inspiré d'une nouvelle, c'est adapté d'une nouvelle de William Gibson, donc le pape du cyberpunk. Ouais. Car dans cette œuvre, le contenu du cerveau du personnage est considéré comme un bien corpo et non un bien personnel. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui doit transmettre des données et les connaissances qu'il a ne lui appartiennent pas. Quoi. Voilà, il y a un truc, quelque chose de cet ordre-là. Donc la précision est faite. À un moment, vous évoquiez le sujet du montrer égale promouvoir. Ah, gros sujet. Très personnellement, je trouve qu'il y a plein de facteurs qui font qu'on peut montrer sans promouvoir. Aïe. Ok. Alors, on va pas être d'accord. Non. Il y a d'abord ce qu'on veut montrer. À titre d'exemple, si quelqu'un décide de montrer un truc sur la guerre, avec un héros badass tenant fièrement son étendard propre sur lui, etc., bref, de la propagande, oui, là, on promeut la guerre. En revanche, si quelqu'un traite la guerre en montrant son côté horrible, avec les exemples que vous avez cités, comme La Ligne Rouge et Jared, et tout un tas d'autres œuvres qui traitent ce sujet, là, personnellement, je ne trouve pas que ça promeut la guerre, mais que ça la critique, et souligne que c'est juste un truc horrible. Un autre facteur qui joue, je pense, c'est la personne ou le groupe de personnes ciblées et comment ils vont interpréter ce que tu leur montres. Je souscris à ce dernier commentaire. Ouais. Pour donner un exemple, l'univers Warhammer 40 000, c'est une énorme critique du fascisme, etc. Ils le rappellent dans chaque œuvre de leur univers en intro. Mais malgré ça, on a des groupes d'extrême droite qui, par un sacré coup de gymnastique mentale, ont réussi à s'approprier l'univers de Warhammer 40K et à dire que c'est une œuvre qui va dans leur sens. C'est super parce qu'on va reparler de Warhammer après. Ok, bah moi je suis... Bah là, moi je vais juste exprimer mon désaccord en fait. Je pense qu'on promeut toujours un petit peu quelque chose en le montrant, malheureusement. Et par contre, je comprends bien que c'est pas l'intention des auteurs et des autrices. Ça, c'est quelque chose que j'admets complètement. Et c'est encore pareil, il y a des nuances, bien entendu, tu deviens pas... si t'es un pacifiste et que tu regardes La Ligne Rouge, tu vas continuer à être pacifiste, peut-être même ça t'a renforcé dans cette idée-là. Mais voilà, il y a quand même, à chaque fois que tu montes la guerre, il y a forcément une esthétisation de la guerre qui est difficile à éviter. C'est un problème formel aussi, je pense. C'est-à-dire que dans un média, dans l'art, la forme compte beaucoup. Tu veux délivrer un message, tu dois soigner la forme du message. Quand tu soignes la forme du message, tu vas atteindre ce qu'on appelle une beauté formelle. Ce qui fait que même si tu montres des choses horribles, bah c'est bien cadré, la lumière est bonne, la photographie est bien, le traitement sonore est nickel, etc. Bien sûr, ce que je dis a des limites et des contre-exemples, on pourra en parler. Mais donc voilà, on n'évite pas au moins la... Je déteste ce terme, mais c'est un terme de publicitaire, vraiment, ça me vient à l'esprit, la sublimation. Aïe, aïe, aïe. Qui est amenée par la forme, quoi, tu vois. Vraiment, c'est un problème, en fait, voilà.
c'est difficile d'éviter au moins cet écueil-là. Voilà. Après, évidemment, il y a des nuances. Moi, je comprends ce que tu dis aussi, je comprends que c'est une critique. Mais on peut quand même se poser la question. C'est intéressant de parler de l'exemple de Warhammer 40 000, parce que moi, je comprends que les auteurs de Warhammer 40 000, ils aient voulu dire le fascisme, c'est pas bien, et je comprends que on peut complètement avoir, si on lit bien et qu'on n'est pas complètement neuneux, hein, parce qu'il y a ça aussi, on peut comprendre que leur œuvre, c'est une critique du fascisme, mais c'est aussi légitime de se poser la question de pourquoi cette œuvre attire autant les fascistes. Ouais, ça on a déjà eu on a déjà eu la discussion en dehors de... Sans micro ouvert, Voilà. ouais. C'est pas parce que les auteurs n'ont pas eu cette attention, c'est pas parce que quand on a une lecture intelligente et attentive de l'œuvre, on peut pas voir ce propos, que on peut pas légitimement se demander pourquoi ça attire autant les fascistes. Et Voilà. puis il y a aussi toutes les personnes qui jouent à Warhammer 40K, qui est inférieur à Warhammer Fantasy en termes de tous les niveaux. Voilà. Fantasy c'est mieux. Voilà. C'est moi qui l'ai dit donc c'est vrai. Ok. Tous les gens qui jouent à 40K n'ont pas lu 40K. Il y a ça aussi, c'est-à-dire que sur des gros jeux comme ça, en plus, tu es un peu soumis à la vision de ton ou ta MJ. Ah ok, super. Pour moi, il y a ça aussi. Tu parles du jeu de rôle. Moi, je parle du jeu de rôle, pas du ouais. jeu de figurines. Non, Okay. non, pas du... ouais, le jeu de figurines, c'est un jeu de guerre, donc c'est fasciste par défaut. Voilà, allez hop, c'est bon, hop, je baille le sujet, hop, ça dégage. Ça, c'est fait. C'est un jeu de guerre, c'est fasciste. Hop. Moi, je reviens sur le jeu de rôle parce que finalement, c'est le fond qui est plus important que des figurines. Parce que on pourrait faire un combat des bisounours contre les petits poneys, ça serait fasciste quand même. Je te laisse terminer, je vais rebondir sur cette histoire de MJ, vas-y. Ouais, et en fait, du coup, mon point de vue à moi, c'est que comme tout le monde n'a pas lu ce bouquin, t'es soumis quand même à la manière dont la personne a envie a envie, consciemment ou non, de te le vendre et de te le faire jouer. Je te dis de te le vendre, c'est moche comme mot. De te le faire jouer, et donc des orientations qui sont données à la fois à la campagne, quand bien même elle serait une campagne officielle, tu peux avoir des lectures différentes. Et puis après, encore plus sur des contenus privés, privés, sur des contenus personnels. Moi, je pense qu'il y a aussi ce danger-là, quoi. Après, ouais. si quelqu'un... Ouais, j'allais encore dire un truc péremptoire et définitif, tu vois, mais... Donc, je vais pas le dire. Mais faut se poser la question Allez. Bah, je vais le dire, parce que de toute façon, je l'aurais dit. Mais, si quelqu'un fait en sorte que Warhammer Fantasy, pas Warhammer Fantasy, que 40K soit, comment dire, ait un angle fasciste ou fascisant quand il joue, c'est que tu es en train de jouer avec un fasciste. Donc en fait, barre-toi. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Pourquoi est-ce que tu voudrais donner un angle, quel qu'il soit, d'ailleurs, un peu importe que ça soit fasciste ou non, hein. L'angle que tu donnes en dit aussi sur la personne qui te le fait faire. Ok, je vais m'infiltrer dans la brèche que tu viens d'ouvrir, qui va me permettre de parler d'un truc. Je vais essayer de rester concis parce que c'est un sujet riche et vaste. Qui est la spécificité du média jeu de rôle concernant ces messages-là. Une spécificité que tu viens d'aborder en disant « Ouais, mais ça dépend de comment le MJ t'a transmis le jeu. » Et c'est vrai qu'on a ce problème-là en jeu de rôle. J'enrichis ta propre remarque par une remarque qu'un pote m'a fait en IRL, en vrai, quand j'ai discuté avec lui. Il m'a dit, au sujet des jeux à message, ou au sujet d'être clair sur ce que voulait dire le jeu politiquement, etc., que c'est quelque chose, que c'était un effort qui était vain, parce que en JDR, l'auteur ou l'autrice ne peut pas maîtriser ce qui va se passer à la table de jeu. C'est vrai pour tout média, en quelque sorte, hein, c'est le concept qu'on appelle la mort de l'auteur, de quelqu'un qui est très célèbre, mais dont j'ai oublié le nom, et c'est pas grave. Mais là, en jeu de rôle, c'est encore pire que ça, puisque on va remâcher et recréer un peu de la fiction, ou du contenu fictionnel malléable, comme dirait Romain Brillant, à la table. Du coup, c'est pire que la mort de l'auteur. C'est la mort de l'auteur et on danse sur sa tombe, quoi. Tu vois. Ouais. Donc cet argument-là, il est super intéressant. Et c'est vrai, moi je peux pas dire que c'est faux. C'est une spécificité du média JDR. C'est une spécificité qui est plus marquée dans le jeu tradi, parce que comme tu l'as dit fort justement, dans le jeu tradi, c'est le MJ qui va transmettre le jeu, la plupart du temps, bien entendu. À moins d'avoir Célène à table, a priori. Bien entendu, voilà. Qui a lu tout le bouquin en 5 minutes, qu'il connaît mieux que le MJ. Voilà, donc on a ce côté... c'est une tradition orale, le JDR, en fait, avant qu'il y ait... même avec les actual play, finalement, hein, on peut étendre la tradition orale au fait de visionner des vidéos, pardon.
Donc c'est quelque chose qui se transmet en montrant aux gens comment on fait, en expliquant aux gens comment on fait, certainement pas en lisant les livres de jeux de rôle. Moi je connais personne, détrompez-moi, allez-y, hein, faites-vous plaisir, j'attends que ça, qui sans explication d'une autre personne, ou sans avoir vu des actual plays, juste en lisant le livre de base d'un jeu de rôle, sait comment jouer au jeu de rôle. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Donc, ouais, on a ce problème-là, entre guillemets, je sais pas si c'est un problème, mais en tout cas, le jeu de rôle, c'est une tradition orale, voilà, c'est indéniable, c'est quelque chose que j'observe. Et évidemment, dans ce cadre-là, le message de l'auteur, il est loin derrière tout un mur de paroles, d'interprétations, d'actual play, de tout ce que tu veux. Pour autant, il y a plusieurs manières d'aborder ça. Déjà, c'est une tradition orale dans le jeu de rôle tradi, parce que le jeu de rôle tradi, c'était compliqué. Voilà. Oui. C'est peu accessible. Donc quand on fait des jeux déjà plus accessibles, ça devient moins vrai. C'est-à-dire que et aussi si on fait du jeu sans MJ. Si on fait du jeu sans MJ, il y a plus de chances que toutes les joueuses lisent la base. Et donc partent du même matériel de départ, et partent donc du texte de l'auteur ou de l'autrice pour jouer. Donc il y a tout un tas de manières de pallier ce problème-là de transmission par une autre personne que l'auteur ou l'autrice. Si tant est qu'on trouve que ce soit un problème, hein. Moi je trouve pas forcément que ce soit un problème, par exemple en tant qu'auteur, que les tables se réapproprient mes jeux, s'ils s'amusent bien avec et qu'ils n'ont pas fait exactement ce que j'entendais moi, c'est pas grave, c'est gagné quand même, entre guillemets. En tout cas, pour les messages, pour ce qui est de transmettre des messages, ou de déformer le message ou pas de l'auteur ou de l'autrice, oui, il y a ce problème-là que le jeu est une tradition, le JDR est une tradition orale, c'est clair. Maintenant, moi j'essaie d'être honnête là-dessus et de jouer, je sais pas à quel point les MJ font ça, et j'ai mes billets aussi, donc je dois pas y arriver in fine, mais j'essaie de jouer, parce que je suis auteur et j'aime bien respecter cette vision-là, de jouer au jeu by the book, comme on dit, j'aime pas ce mot, mais parce que le jeu il arrive à la table de toute manière. Ouais, t'as une vision orthodoxe du jeu, quel qu'il soit. Alors en général, ça n'arrive pas toujours. Des fois, je suis tombé sur des jeux comme tout le monde où j'aimais l'univers, je trouvais que le système était dégueulasse. Du coup, j'ai pris un autre système à la place. Tout le monde l'a fait. Je veux dire, on bidouille tous. C'est le JDR, c'est le principe. Mais quand il y a un jeu que j'aime bien, bah, j'essaie d'y jouer by the book et de respecter le truc à la lettre, quoi. Voilà. Typiquement, là, on joue à Spire. Spire, j'y joue avec le système de Spire, avec les settings de Spire. Même quand j'essaie de mettre des PNJ, j'essaie d'abord de voir s'il n'y a pas des PNJ dans le cadre qui pourraient correspondre avant d'inventer les miens. Voilà. C'est ça que j'appelle jouer by the book. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je dis que c'est une pratique, c'est une pratique que toi tu fais. J'ai l'impression que j'ai fait une énorme digression et que je me suis un peu perdu sur le propos de base. C'est pas grave. Non, pas tant que ça en fait, mais vas-y, continue. Mais bon, non, voilà, je ferme la parenthèse là-dessus et Warhammer 40 000, je sais pas. On en a parlé là-dessus, je pense que j'ai apporté des précisions là, mais la discussion qu'on a eue avec Thomas Munier adresse en partie ce commentaire-là aussi, quoi. Sur le problème des jeux à message, le problème de la clarté du message. Est-ce que c'est bien d'avoir un message? Est-ce qu'il faut de la dualité au risque d'être interprété? C'est des choses dont on a longuement parlé avec Thomas, donc pour cette partie du commentaire, je renvoie aussi à notre précédent épisode, quoi. Ouais, de toute façon, à la fin, tu peux pas être clair. Faut se dire ça, en fait. Tu peux pas être suffisamment clair pour être sûr que ton message sera interprété de la manière dont... Tu vois, je dis interprété en plus. Sera lu de la manière dont toi, tu voulais qu'il soit compris. Tu peux pas. Ouais, puis en fait... Et est-ce que c'est important, tu vois, je suis pas en train de dire que c'est grave. Je suis en train de dire que c'est le cas. Tu seras jamais suffisamment clair. Après, tu vois, je pense qu'il y a aussi un changement dans le game design des jeux de rôle ces dernières années au sens large, mais en fait c'est depuis la Forge, qui est d'essayer de faire converger un peu l'intention du jeu et la manière dont il est designé. Et ça aide aussi à amener un message. Et on parlait, et en gros on parle dans son commentaire, des jeux cyberpunk qui sont pas très punk. Moi je pense que tu peux créer des game design qui vont te pousser à avoir un jeu plus punk, quoi. Et c'est pas grand chose, hein. Des fois c'est juste le dire. Tu vois, le fait de dire bah, vous jouez des punks, comme dans Cyborg. Dans Cyborg, il y a un jeu OSR, donc il joue avec du D20 et tout ça. Un jeu à mission, où bon, cette forme-là, si je vous dis juste cette forme-là, de base, ça n'a pas l'air forcément de pousser à jouer quelque chose qui est très punk. Bah, le jeu, quelque part, compense ça. Je sais pas si on peut dire que ça compense ou que ça fait partie du design, peu importe, c'est un débat un peu stérile peut-être. Mais en tout cas, le jeu, je l'avais dit explicitement, bah, vos ennemis sont les corpos et les forces de l'ordre.
vous jouez des punks, ça s'appelle des punks, vos personnages. Voilà. Donc c'est des petits éléments de game design ou de cadre qui peuvent aider, quand tu lis le livre, à pousser ton jeu dans une direction ou une autre. Donc je pense que c'est possible. Moi, j'abandonne pas. En même temps, je me saborderai tout seul en abandonnant l'idée que par le game design, je peux pas dire quelque chose, tu vois. Oui, oui. Parce que bah, c'est ce que je fais, quoi. Oui. C'est ce que j'essaie de faire. Donc en gros, si je dis oui, c'est vrai, on peut pas faire, bah j'arrête, quoi. Après la rencontre avec Thomas Munier, la rencontre avec soi-même. Non, mais voilà, donc je peux pas. On est parti sur d'autres trucs, Oui. là, mais c'est lié quand même. On s'est encore étalé. Donc je continue sur le commentaire, du coup. Oui. Pour pas prendre du retard. Aussi, dans l'idée que le cyberpunk montre un côté ultra cool au sujet des implants. Là, je ne suis pas entièrement d'accord avec vous, car il y a une fois encore plein d'œuvres où justement, on a la mise en avant, c'est pas cool ni bien vécu par le personnage d'être augmenté, doté d'un implant, comme par exemple dans Robocop, où Murphy le vit très mal d'être augmenté. On a aussi ce message dans Gunma, quand Gali se rend compte que son corps augmenté est un lourd handicap dans sa vie, notamment amoureuse. Et dans une œuvre plus récente, la série Cyberpunk Edge Runner, tiens, il en parle aussi, dans laquelle on voit les personnages devoir très régulièrement se faire des injections de médoc pour ne pas avoir d'effet de rejet et de douleur. Oui, ok. Alors, pour Gunma et Robocop, c'est un peu particulier. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est que c'est pas une volonté de leur part. Dans ces deux œuvres-là, le personnage augmenté ne l'est pas par choix. Il subit déjà, l'augmentation, la transformation pour un maintien dans les deux cas. Alors pour Gunma, c'est un peu flou, mais il me semble qu'elle n'est pas tout à fait choisie. Mais Robocop, c'est sûr. Juste, il se réveille, il se fait tuer, il se réveille, et c'est devenu un cyborg. Un cyborg, ouais, je trouvais plus le mot. Un cyborg. Voilà. Ouais, ok. C'est vrai que t'as raison de faire cette distinction, ouais, sur ce qui est choisi et subi. Bon. Et après, est-ce qu'on choisit vraiment On va pas repartir, mais Ouais. est-ce que vraiment dans un monde où il y a des augmentations, est-ce que tu choisis vraiment de t'augmenter, tu vois, ou est-ce que tu suis le mouvement parce que sinon, de toute façon, t'es pas à la hauteur. Ouais. Après, dans l'idée globale, je suis plutôt d'accord avec ce commentaire. Oui, je suis pas en train de le contredire, hein, j'apporte juste des précisions sur la manière dont moi je vois les choses à ce sujet-là, quoi. Moi, la contradiction que j'apporterais à ce commentaire, c'est qu'il fait l'opposition entre les deux. Genre, c'est ultra cool et en même temps, on voit des personnages qui le vivent mal. Et c'est pas incompatible, en fait, pour moi. Ouais, je suis d'accord. Parce que Robocop, c'était cool. Il y avait plein de gens qui trouvaient ça cool. Bah, puis encore une fois, c'est hyper esthétisé. Quand il débarque sur scène, tu vois, pas sur scène, mais en scène. Quand il débarque en scène, à chaque fois, ça a de la gueule. Il arrive à travers la fumée, c'est beau. Et puis en plus, à la fin, il a tué tous les bad guys. Épique, il a sa musique, il a tué tous les. Et il a sauvé le monde à la fin, quoi. Enfin, il a des petits trucs, il y a des petits trucs humoristiques aussi. Oui. Qui sont là pour souligner le côté cool du héros. Et là, il faut le préciser aussi, le fait, il y a le gimmick, tu sais, avec le flingue, là, où il fait tourner le flingue. Ouais, ça reste cool, quoi. Dans sa main, là. Voilà, donc ça ne s'oppose pas pour moi, voilà. C'est l'opposition que je conteste, en fait. Je pense qu'il y a les deux, voilà. Et quand il y a les deux, mon avis, mais ça, c'est mon avis, on n'est pas obligé de le partager, je pense que quand il y a les deux, le côté cool l'emporte. Ouais, je suis aligné avec toi, mais... Bon, ça se discute. Et pour finir sur ce chapitre de votre vidéo, je trouve pas non plus que le cyberpunk donne une image vendeur de son monde. Par exemple, dans Blade Runner, beaucoup d'endroits sont ultra délabrés, pas du tout aux normes. Le monde est tellement pollué qu'il n'y a pratiquement plus de végétation à l'état naturel. Dans Cyberpunk 2077, je parle de l'univers, pas le jeu vidéo, on retrouve les mêmes choses avec en plus des pluies acides et même un virus qui a fait disparaître la majeure partie de la faune aviaire et qui est transmissible à l'être humain. On a aussi Total Recall où l'air recyclé des colonies martiennes entraîne des mutations et des maladies chez les êtres humains. Et enfin Matrix où le monde est une terre morte et stérile, où on ne peut même plus voir le soleil. C'est vrai que c'est pas vendeur. La réalité... Et c'est même un enjeu dans Matrix avec ce personnage, le traître là, qui dit je préfère, illustrant le fameux problème philosophique, je sais plus comment il s'appelle, mais en gros je préfère vivre dans le mensonge et en profiter que manger de la bouillie dans le monde réel, quoi. Plutôt d'accord avec ça, mais c'est pareil, moi encore je parle de beauté formelle. Quand je parlais de la beauté de la ville dans Blade Runner, je parlais de la beauté de ce plan, des effets de lumière et les flammes qui s'élevaient dans le ciel, le gigantisme, tout ça qui sont, formellement c'est joli. Après, voilà, je dis pas que j'ai envie d'y vivre. À nouveau, c'est comme quand il y a quelques minutes tu parlais de la guerre et de son esthétisation. Oui, c'est moche la guerre, il y a personne...
je pense pas qu'il y ait des gens qui se regardaient comme c'est beau la guerre. Tout le monde te dit c'est moche, mais regardez comme je le filme bien et avec une belle lumière et des angles. Et puis en plus, t'as pas les odeurs, t'as pas l'adrénaline, t'as pas, tu vois. Donc là, le monde, t'es pas dans l'effet tunnel où tu vois juste des trucs horribles. Le problème, à nouveau, c'est l'esthétisation. Mais quand tu fais de l'art, tu peux pas échapper à Ah ça, bah oui, parce qu'en fait, l'art, c'est de l'esthétique, en fait. oui, oui. C'est pour ça qu'en choisissant ce que tu montres, de toute façon, tu donnes un point de vue et tu promeus. En fait, on revient à ce qui était dit avant. Que tu le veuilles ou non, même si tu veux illustrer des trucs horribles. Alors, encore une fois, il doit y avoir des contre-exemples, mais là, j'ai rien qui vient, tu vois. Mais tu promeus, quoi. Je sais pas comment le définir autrement. Là, je manque de vocabulaire, hein, certainement. Non, 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 mais je comprends ce que tu veux dire. Peut-être promouvoir, c'est un mot trop fort, Oui, parce que ça donne l'impression que c'est ce que veut l'artiste. Et moi, je pense pas que ce soit ce que veut forcément l'artiste. Et il y a autre chose aussi, moi, je veux aussi donner le côté lumineux de cette médaille. Cette médaille, elle a un peu deux faces. C'est-à-dire que oui, tu vas montrer des choses peut-être terribles, mais en les transformant à travers la maîtrise que tu as de ton art et en leur donnant une beauté formelle. Et ça peut être vrai, c'est vrai pour tout art, hein. C'est vrai pour la littérature, c'est vrai pour la peinture, c'est vrai pour la... euh, voilà, il y a des peintures qui représentent la guerre, qui sont célèbres et mhm, qui sont esthétiques, etc. Donc bon, c'est vrai pour le cinéma, c'est vrai pour tout, et c'est vrai pour le jeu de rôle qui est un média. Voilà. Mais le côté chouette là-dedans, c'est qu'en fait, on peut trouver de la beauté en toute chose. Même dans un monde dévasté. euh, alors, il y a des limites à ça, bien sûr, hein, j'ai attention. Hein. Je dis pas que. Je parle vraiment de choses à la limite visuelles. Je parle pas forcément de comportement humain ou quoi. Il y a des choses où on trouvera jamais de beauté dedans. oui. On aura beau chercher, ce sera Oui. compliqué. Je pense notamment au post-apocalyptique. Il y a un côté. C'est bizarre ce que je vais dire. Il y a un côté agréable à se dire que. C'est vraiment horrible. Arrête-moi si je dis de la merde. Il y a un côté. Je sais pas comment dire ça, agréable, c'est un mot fort, mais. À se dire, même si le monde est ruiné, il y aura toujours de la beauté, quoi, dans ce monde. Parce que quand on voit les films, tu vois, post-apocalyptiques, il y a une beauté des ruines, il y a une beauté des paysages désertiques. Euh, Oui, mais c'est différent. C'est différent, moi, mon point de vue avec le post-apo, et je m'étais pas fait la remarque, merci d'en parler, c'est que c'est différent parce que de toute façon, l'apocalypse est faite. C'est-à-dire tu es après, et de toute façon, il y a tout à faire. Donc autant trouver du beau mais t'as plus le choix. et avancer, tu vois. C'est pas pareil que d'être. Je vais pas prendre. C'est pas pareil que d'être au milieu de la guerre. Si tu veux trouver du beau aujourd'hui à Ouais. Gaza, tu trouves pas de beau, tu vois. On en trouvera Ouais. peut-être. Enfin, et encore, non, on n'en trouvera pas, tu vois. Mais Non, non, bien sûr, moi, c'est pas du tout mon propos, hein, je veux être clair oui, là-dessus. oui, non, mais Euh, j'avais bien compris. On se connaît suffisamment pour qu'il n'y a aucun souci. Mais je voulais juste, voilà, je pense que le post-apo a ça de particulier, quoi. C'est que de toute façon, l'apocalypse est passé, de toute façon, tu as perdu du monde, de toute façon, on n'a plus le c'est choix. horrible, de toute façon, il y a des pluies acides tous les jours. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu fais pour avancer maintenant? Et si tu trouves pas de beau en tant qu'être humain, t'avances pas, en fait. C'est intéressant ce que tu dis, en fait. Il y a le fait de s'accommoder. Finalement, t'as plus le choix. T'as plus le choix de trier ce qui est beau ou ce qui l'est Ton pas. paradigme a Dans un changé. monde. Ton paradigme a changé. Il pleut plus de l'eau que tu Ouais, peux boire. Comment tu fais pour t'en sortir? Bah, en fait, ça ouais. devient plus moche qu'il pleuve de l'acide, quoi. Voilà. Mais peut-être qu'il faudrait qu'on en parle davantage sur un épisode spécifique. Je Mais ne sais pas. d'ailleurs, je fais un parallèle osé, hasardeux. En fait, si je prends l'inverse de ce que tu dis, enfin je sais Contre-pied. pas comment dire, l'autre côté de ce que tu dis, c'est en gros tu me dis ouais mais le post-apo tu peux plus trier, donc t'es bien obligé de trouver de la beauté dans ce que t'as. Aujourd'hui dans notre monde tu peux pas te permettre de dire qu'un endroit dévasté ou un endroit où il y a la guerre est beau parce que il y a des gens qui vivent en paix et il y a des endroits qui sont pas dévastés. Finalement c'est un peu ça l'idée. Et moi, je suis complètement d'accord, je souscris à ça si c'est ça l'idée. Et d'ailleurs, comment Warhammer 40K réussit à esthétiser la guerre? C'est en offrant pas d'alternative. C'est-à-dire, il va rendre la guerre belle en disant c'est littéralement la catchphrase. La catchphrase de Warhammer 40 000, c'est dans un futur sombre, il n'y a plus que la guerre ou un truc comme ça. Je, Ouais, je ouais. paraphrase, c'est une phrase du genre. Hein. C'est possible. Euh, Je te dis, moi, 40K, je m'en tiens loin. J'aime pas les fascistes. Et, et du coup, ben voilà, tu vois, on voit bien que c'est pas trop tenable comme position de dire la guerre c'est chouette quand dans le monde tu peux trouver de la paix.
Donc, effectivement, tu dis, bah, la solution, c'est tu dis, bah, de toute manière, il y a la guerre partout, donc trouvez ça beau ou mourrez, quoi. Oui, c'est ça, ouais. La vie, c'est la guerre, Donc, let's go, on y va, quoi. Ouais. c'est ça. Donc, ouais, c'était. Bon, voilà. Je faisais un petit parallèle au passage, mais on reparlera de Warhammer vite fait. Et on va se dépêcher parce que. Le temps l'heure leur tourne. Sinon, vis-à-vis de votre propos sur la révolution dans le cyberpunk que vous traitez à partir de 1h06, là, je ne suis de nouveau plus d'accord avec vous. Ah, la révolution est un terme très présent dans l'ADN du cyberpunk, pour donner quelques exemples d'œuvres cyberpunk où il y a une révolution: Matrix, Gunma, la trilogie Robocop, Total Recall, les 2 films Blade Runner, et même Cyberpunk 2077 avec le personnage de Johnny Silverhand qui fait péter une bombe nucléaire dans une corpo. Effectivement, c'est radical. On est plus sur de la révolution, là, quand même. Et pour les autres œuvres où ce n'est pas traité, bien souvent, il s'agit d'œuvres qui abordent un côté préventif et message d'alerte en mode voilà comment va devenir le monde si on laisse faire. Alors, je suis plus d'accord avec cette dernière partie, cette dernière phrase, que le début du commentaire. Moi, je suis sceptique sur le côté révolutionnaire, honnêtement, de Robocop et Blade Runner. Remarque, ouais, enfin, en même temps, c'est vrai que les répliquants, c'est la catégorie exploitée de la population, et on voit qu'ils commencent à former une espèce de résistance, c'est plutôt dans le deuxième film. Mhm. Ok. Ouais, ça reste une des révolutions, ouais. Matrix, c'est le sujet. Ouais, je suis pas convaincu, quand j'ai vu ces films, d'avoir vu des révolutions à l'œuvre ou lu. Enfin, disons que c'est pas le premier aspect qui. Quand j'ai regardé Robocop, j'ai pas vu la révolution. J'ai vu un flic, un surflic. Bah, moi non plus. Mais est-ce qu'il y a un fond révolutionnaire? Peut-être. Mais peut-être que le problème, c'est parce que les flics sont trop forts. Et l'État et les corpos sont trop forts. Et que tu vois une révolution de fond. Mais est-ce que c'est une révolution de forme? Tu vois, ça, peut-être un truc à faire. Je sais pas, là, je réfléchis en même temps que je parle. Si, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose sur la forme et l'incarnation, notamment. Des héros qui sont quand même relativement lisses et qui donnent pas l'impression de faire partie du peuple. Ouais, il y a toujours ces histoires d'élus. Hein. Alors, j'ai pas envie de faire un truc du genre, oui, les gens du peuple, c'est des gens sales et puis qui ont une sale gueule et qui, c'est pas du tout ça l'idée. Mais il y a un côté comme ça où, même socialement, tu vois, un flic qui fait la révolution, ok. Bon, déjà, ça n'arrivera pas. Hein. Les flics et les militaires, ils font des coups d'État pour prendre le pouvoir, ils font pas des révolutions. Ouais, il y a un truc comme ça qui me gêne un peu, je pense, dans le type peut-être l'incarnation, le type de héros, ça sent pas le prolo qui va qui va monter au créneau. À plusieurs aussi, il y a un aspect collectif qui est absent aussi. Oui. C'est-à-dire que typiquement Matrix, c'est vraiment C'est une histoire d'élus, de héros. Ouais, j'allais le dire, t'es sur des hommes et des femmes providentiels en fait. Ouais, il y a un truc comme ça, ouais. Je pense qu'il y a l'incarnation, le côté mise en retrait du collectif, tout ça qui me donne pas envie d'appeler ça une Et révolution. ce à quoi on va t'opposer Lénine, on va t'opposer le Tché, on va te dire oui, mais il a fallu des visages et des personnes, des hommes providentiels pour faire la révolution. Ouais, mais déjà, voilà la gueule de certaines de ces révolutions-là, mais ok, mais... Non mais voilà, je me mets juste, encore une fois, je fais l'avocat du diable. Ouais, je comprends. Moi je pense que, je et je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'à la fin, l'homme providentiel, est-ce que vraiment quoi? Alors, on va peut-être t'opposer Sankara aussi. Ok, bon, je poursuis. Par contre, je suis bien d'accord avec vous sur le sujet de la libre concurrence et du monopole. D'ailleurs, petite recommandation d'un jeu qui traite pas mal du sujet dans son lore, BioShock. On n'en a pas parlé, mais c'est... pour moi, BioShock, c'est un genre de steampunk, non? Un peu. Oui, parce que Ouais. oui, ça peut. Mais bon, ok, hein, ça rentre dans le cadre, on va dire. Où c'est littéralement cela qui a amené à la guerre civile dans Rapture Mhm. entre Andrew Ryan et Fontaine. Alors, je connais pas tout le lore du jeu, mais ok, je sais pas si t'as quelque chose à dire là-dessus. Ok, comme toi. Sinon, au sujet du steampunk, à partir de 1h14, comme quoi, selon vous, cela ne serait juste qu'une esthétique qui permet de faire mumuse et qui ne sert à rien en plus d'être pro-colonialiste et centré sur les gens de la haute société. Alors, t'as raison en gros de dire ça, hein, c'est ce qu'on a dit et je le regrette un peu. Comme je l'ai dit après avoir exprimé le podcast et tout, et c'est vraiment... on a été caricatural là-dessus. Bah, j'ai fait mon mea culpa d'ailleurs. Moi, je regrette pas de l'avoir dit. Non, je regrette pas non plus de l'avoir dit, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que ça. Fallait que ça sorte quand même.
Mais c'est... Donc il dit « Je ne suis absolument pas d'accord. Il y a plein d'œuvres de steampunk qui abordent des sujets intéressants, comme le rapport au développement technologique et l'impact que ça a sur la nature et qui sont des critiques du colonialisme. Comme par exemple 20 000 lieues sous les mers, qui, oui, est un pilier fondateur du steampunk. » Bah là, là on n'est pas d'accord. 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne n'est pas steampunk. C'est du... Je crois qu'on l'avait cité alors, d'ailleurs. je me permets d'ergoter sur les genres, puisqu'il y a eu ergotage sur Cyberpunk, Biopunk. L'homme de paille, puissance 1000. Non, je sais pas de t'allumer en gros là-dessus, mais 20 milieux sous les... Jules Verne, c'est pas un auteur steampunk, quoi. Voilà, ça s'appelait... peut-être pas encore la science-fiction à l'époque, je pense on appelait ça le merveilleux scientifique, mais c'est pas du steampunk, quoi. Voilà. Il est mort depuis longtemps, Jules Verne, quand c'est le steampunk. Le capitaine Nemo, l'un des personnages principaux, est un homme d'origine indienne, extrêmement savant, cultivé, etc. C'est vrai. Et qui coule des navires colonialistes et de transport d'esclaves, car il en fut lui-même victime. C'est vrai, un livre très en avance sur son temps. On a aussi Nadia, le secret de l'eau bleue. Et ça, c'est cool, parce que c'est cité dans le podcast, cette série animée est citée dans le podcast que j'ai cité sur le steampunk, qui traite de façon critique le racisme, le colonialisme et l'impact sur la nature. Eh bien voilà, sans doute. Mais là, je suis d'accord avec ça. Nadia, le secret de l'eau bleue, pour le coup, c'est du steampunk. Ça s'appelle l'époque cadre. Désolé, 20 milieux sous les mers, ce n'est pas du steampunk. Donc hors sujet, même si je suis d'accord avec ce que tu mets dans le contenu. Curious Expedition 2, un jeu steampunk qui critique le colonialisme de par les choix qu'on peut faire dans le jeu. Je ne connais pas ce jeu, je te fais confiance. La série Arcane, même si je suis d'accord, c'est très secondaire pour mon premier point, qui traite de l'impact de la technologie sur la nature et de la différence des classes sociales. Ok, je suis ok pour dire que Arcane c'est du steampunk. Et en plus, ça parle quand même des technologies et tout, bon. Ouais, ok, c'est valide. Pour moi. Ou encore Lady Steampunk qui critique les méthodes médicales de l'époque victorienne. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, effectivement. Donc voilà, personnellement, je ne trouve pas que ce soit le steampunk en soi qui est problématique, mais l'utilisation moderne de ce mouvement, car oui, malheureusement, à l'heure actuelle, pas mal de créateurs de contenu steampunk sont des connards de droitards, je cite, désolé pour les gros mots, qui ont déformé le steampunk pour vendre leur idéologie infecte. Heureusement néanmoins qu'on a quand même des œuvres récentes qui combattent ça pour sauver le steampunk, comme Curious Expedition 2, Arcane, Electric Dolls et Lady Steampunk. Voilà, nouveau passage en post-prod rapide. Pour préciser que nous n'avons pas trouvé les références strictes dont parle Enro dans son commentaire. Nous avons trouvé des références qui s'en rapprochent. Alors c'est peut-être une erreur de sa part. On voulait le corriger tout de suite. Donc Lady Steampunk serait plutôt Lady Mechanica. Et en ce qui concerne Electric Dolls, il est plutôt probable que ce soit Aereo and the Electric Doll, dont les liens sont de toute façon en description. Et si jamais nous nous trompons sur cette correction, n'hésitez pas à nous le dire et puis à nous remonter l'information et nous envoyer des liens vers les œuvres citées. Retour à l'épisode. Je peux pas commenter plus, il y a beaucoup de ces œuvres que je ne connais pas. Et j'encourage... je pense que ce que tu dis est fondé, d'après mon écoute du fameux podcast dont j'ai parlé tout à l'heure. Et merci pour les œuvres citées en plus. Carrément, merci. Je veux juste rajouter que, même si tu as 5 exemples, ça peut rester anecdotique. C'est-à-dire que c'est pas l'exemple et le... oh non, mais dis pas à cab, not all cops, quoi. Bah si, en fait. Tu vois. Est-ce que si c'est... ouais, non, mais sur les flics, je vais pas être tendre. Si à la fin ça devient ça, et c'est exactement la question qu'on pose et pour Warhammer et qu'on posait sur d'autres trucs, pourquoi est-ce qu'à la fin, l'image qui en ressort et l'utilisation qui en est faite, c'est ça, c'est toujours la question, et on n'y répondra pas ici aujourd'hui, je pense. Est-ce qu'on parlera du fascisme un jour dans un épisode spécifique, je ne sais pas, mais attention que l'anecdote et que les contre-exemples sont pas non plus entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais la norme. D'accord, mais à ce moment-là, si on se place dans le cadre d'un débat contradictoire, on peut dire ça, oui. On peut rétorquer ça à notre contradicteur, mais il faudrait qu'on sorte au moins autant d'exemples du contraire. D'accord, donc, je vois ce que tu veux dire. Ouais, là, pour le coup, j'en ai pas là sous. Voilà, donc pour l'instant, moi, il y en a certains que je connais et où je suis d'accord avec lui pour le coup. Tu vois, il me parle d'Arcane, effectivement. Moi, je peux pas dire qu'il n'y ait pas de côté punk dans Arcane, quoi. Oui. Voilà, bon. Après, on peut critiquer Arcane sur d'autres sujets, probablement. Et même sur ce sujet-là, certainement. Mais n'empêche qu'il y en a quand même un peu. Voilà. Oui. Ok. Sinon, sur le solarpunk et sur la question que vous posez de si ça parle de reconstruction à petite échelle ou au niveau d'une ville,
Petite précision, oui, ça traite aussi de reconstruction à l'échelle de grandes villes, comme on peut le lire dans l'œuvre de Chloé Chevalier, Solarpunk vers des futurs radieux. Ben, merci pour la citation de cette œuvre de Chloé Chevalier que je ne connais pas. J'imagine que c'est un essai vu le titre, que ce n'est pas un roman. D'accord. Voilà, dernier passage en post-prod, car entre-temps, nous avons aussi pu rencontrer Chloé Chevalier à Octogone. Nous avons pu échanger un petit peu avec elle. Donc, il s'agit bien d'une nouvelle faisant partie d'un recueil de nouvelles, hein, ça tient sur quelques milliers de caractères. Elle ne se considère pas elle-même comme une autrice solarpunk, puisqu'elle écrit également de la fantasy par exemple, ou de la science-fiction plus générale. Mais je terminerai par ajouter que l'un de ses derniers romans, Les Essaims, est également à minima inspiré du solarpunk. Je vous laisse pour la fin de cet épisode. Pour votre question, à 1h21 sur le fait sommes-nous dans du cyberpunk, je pense qu'on a déjà un pied dans le cyberpunk, que ce soit du point de vue du capitalisme dans nos vies et de son impact, ok, ça c'est ce qu'on avait dit, et même de par le côté technologique, après tout on a déjà des implants qui existent pour remplacer des membres amputés, et je ne parle, bon, on appelle ça plutôt des prothèses, mais ok, et je ne parle même pas du côté des conditions de vie et du quotidien qui devient de plus en plus difficile, voire même oppressive, avec un supplément monté d'extrême droite dans notre monde, histoire de rendre le truc plus hardcore évidemment. Et enfin, votre question, pourquoi aime-t-on le cyberpunk? On arrive à la fin, ça y est. Personnellement, il y a plein de raisons. Pour le côté très tape à l'œil, bien sûr. Ah, donc il avoue, tu as avoué, hein, en gros. Mais il y a surtout une volonté de vouloir m'échapper un peu de notre monde, l'escapisme, bien sûr, à nous, un peu en mode, oui, nous sommes dans un monde de merde, mais regarde, ça pourrait être pire. Ouais. D'accord. De plus, ça me fait me remettre en question et me poser des questions. Notre impact écologique, l'écart des classes sociales, nos droits qui disparaissent un peu plus chaque jour. Où pouvons-nous pousser la technologie, nos limites morales vis-à-vis de la technologie, etc. Oui, bien sûr, je pense que c'est un genre qui est fait pour questionner là-dessus, il n'y a pas de doute. Il y a aussi pour moi un côté rappel, message d'alerte, il en a déjà parlé dans son commentaire, de comment notre monde pourrait devenir si on laisse les grosses boîtes faire ce qu'elles veulent et prendre le pouvoir. Enfin, ça m'invite à remettre en question les choses, à ne pas forcément les accepter gentiment, à me rebeller si nécessaire. Donc voilà, désolé pour le pavé, ne t'excuse pas, c'était intéressant. Je le rappelle encore une fois, j'adore votre vidéo, elle m'a apporté beaucoup de choses et il me tarde d'écouter vos futures vidéos. Bonne continuation à vous deux. Eh bien, grand merci à toi pour ton commentaire. Est-ce que tu as des choses à ajouter, Brocknar, sur ces commentaires finaux, sur le... Non, on aime. Alors sur Solarpunk, non, il n'y a rien de plus à dire. Sur pourquoi on aime le cyberpunk, bah, chacun y trouve ses raisons, hein. Je pense qu'on est relativement d'accord. Moi, j'ai pas ce côté escapisme. Regardez, ça pourrait être pire. Moi, j'ai plus ce côté regarder à ce que ça va donner. Plutôt regarder, ça pourrait être pire. Tu sais, il y a le côté plus. Alors perso, j'ai pas le côté escapisme en mode ça pourrait être pire, genre pour me rassurer, Ouais. c'est pas ça l'idée. Par contre, je suis très très escapiste. Moi, j'aime beaucoup le. C'est important pour moi l'idée que à une table de jeu de rôle de faire monde à part et de s'extraire vraiment de là où on est, même si bien entendu ça a des liens avec le monde réel et ça m'intéresse d'explorer ces liens. L'idée c'est que je me mette dans un état mental où je suis déconnecté de ma réalité quotidienne. Voilà. Mais pas pour me rassurer par contre. Oui, oui, c'est ça. Non, par ça, je pense que j'ai rien de plus à dire. Un dernier sujet qui est, on en a un peu parlé, mais c'est le sujet de Warhammer. Moi j'ai des potes qui aiment bien Warhammer, y compris 40K, et qui m'ont dit, ok, c'est quoi la... Ils sont pas venus me chercher en mode, ah ouais, t'aimes pas Warhammer, c'est pas bien et tout, non, c'était pas ça. C'était plus que des fois on y faisait allusion dans nos podcasts, et en mode ça ressemblait un peu à une private joke, en mode, toi tu disais, ouais, mais tu verras, je te montrerai que Warhammer c'est bien, et moi je te tensais un peu sur le truc, je disais, ouais, c'est un truc de droite, machin, un peu, Ouais. un truc comme ça. Donc je vais expliquer cette private joke. Donc, bah, Brocknar, toi t'aimes bien, je vais pas parler pour toi, mais t'aimes bien Warhammer Fantasy, Ouais. voilà, t'aimes bien l'univers, je pense, tout ça. Moi, Warhammer Fantasy, c'est quelque chose que je connais assez peu, je connais un petit peu mieux, mais vite fait, toutes ces connaissances restent en surface. Warhammer 40 000. Et j'ai sur Warhammer 40 000 les interrogations que j'ai partagées plus tôt dans l'épisode, donc j'en ai déjà parlé, je vais pas revenir dessus. Où je me pose la question légitime, ok. Bon, après, j'en ai discuté aussi avec les potes en question, et ils m'ont dit, oui, mais voilà, c'était clair que c'était une critique du fascisme. Il y a une tendance actuelle chez Games Workshop qui est pour que les gens s'identifient à un camp du bien, pour des raisons marketing, de dire que l'Empire, c'est pas tellement des méchants en réalité. Voilà, et cette tendance-là, apparemment, bon, qui est un truc auquel... bah, si c'est vrai, si c'est vrai, c'est très grave. Enfin, je fais confiance à mes potes là-dessus, mais si c'est vrai, effectivement, c'est pas cool de faire ça. Ça brouille le message d'origine du jeu, je pense.
Après, voilà, j'évacue tout de suite, c'est des private jokes, moi j'ai rien contre Warhammer en tant que tel, même que ce soit fantasy, que ce soit 40 000, j'ai pas de haine ou de problème vis-à-vis de ces univers-là et de ces jeux-là. Après, je suis relativement neutre quoi, là-dessus, c'est pas quelque chose qui m'intéresse follement aussi, je dois l'admettre. Moi, ce qui me plaît dans Warhammer, c'est surtout John Blanche, voilà. Le reste, c'est un peu, pour moi, est plus anecdotique parce que je pense que c'est quelque chose auquel j'ai été en contact à une époque où je commençais déjà à plus trop m'intéresser à aller en profondeur dans des lores un peu touffus, tu vois. Ouais. C'est un peu une question, je pense, de ce que tu découvres en premier. Moi, à cette époque-là, j'étais plus dans des trucs genre Le Seigneur des Anneaux ou quoi, tu vois. Et ça, j'ai découvert ça plus tard. J'ai trouvé que ça ressemblait un peu, et du coup, je me suis pas intéressé plus que ça. Moi, j'ai fait le chemin inverse pour le coup. Voilà, et il faut dire qu'en plus, Warhammer, là, j'insulte personne en disant ça, c'est quand même une ressucée, un remash-up de tous les trucs de fantasy qui sont arrivés avant. Donc, Ouais, bien sûr. donc du coup, quand tu trouves ça, tu dis, ouais, ok, c'est encore des orques. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et bon, tu dis, quand t'en as vu 50 autres avant d'univers qui... Je dis pas en détail, quand tu rentres dedans, je vois bien qu'il y a des différences, etc. Je veux pas caricaturer, mais quand tu restes en surface, j'ai pas vu un truc qui va quand je suis resté en surface qui me faire dire je vais explorer ça parce que ça a l'air fondamentalement différent des autres propositions avec lesquelles j'ai été en contact. Voilà. Si tu prends la V1, c'est du Donjon Dark, hein. C'est du D&D en plus dark, en plus mature, quoi, tu vois, pour grossir très très fort le trait. Je dis ça alors que j'aime. Hein. Ok, moi je connais pas bien, donc je veux pas caricaturer, je veux pas entrer dans ce genre de caricature, mais enfin vous voyez l'idée, quoi. C'est plus une question que je pense que j'ai dépassé l'époque de ma vie où je vais faire l'effort pour un truc qui me semble ressembler à d'autres trucs, de rentrer dans le lore en détail, tu vois. Voilà. Ouais, que moi, c'est juste, j'ai commencé par là, ouais, voilà, le jeu de rôle, et que ça, du coup, je suis amoureux de cet univers. Je suis tombé amoureux de cet univers parce que je suis tombé amoureux du jeu de rôle, en fait, en même temps. Ok. Et donc forcément, c'est un univers très particulier pour moi, quoi. Je vois toutes ces problématiques. Et encore une fois, on dit souvent Warhammer, et ça par contre, je trouve que c'est un biais qui est chiant, quoi. C'est qu'on dit Warhammer pour parler de 40K. Moi, quand je dis Warhammer, je parle de Warhammer. Sinon, je parle de 40K, Oui. je dis 40K. Parce que pour moi, c'est deux œuvres différentes. Ok. Quand bien même, on peut essayer de les... Elles sont liées par des intrications un peu sorties du chapeau. Enfin bref, histoire de warp et tout, peu importe. Mais moi, je défends souvent Warhammer Fantasy et je défends très très peu 40K parce que la communauté. Voilà. Parce qu'en fait, l'œuvre en elle-même, voilà quoi. Non, mais je pense que 40K est défendable. Moi, de ce que j'en connais, je pense pas que ce soit. Je pense qu'il y a des gens très bien qui jouent à Warhammer 40K et voilà, j'ai des potes parmi eux. Mais non, j'ai pas de souci avec ça et je reconnais aussi qu'il y a une grosse partie de la communauté, de cette communauté-là qui est toxique, etc. Donc j'ai pas de. Je suis clair là-dessus, voilà, je prends pas position, c'est un truc qui me laisse relativement froid, on va dire, voilà, c'est pas... À la fin, c'est vraiment juste une vanne facile, quoi, finalement. Ouais, c'était une vanne entre nous deux, tiens, en mode, tiens, un gauchiste qui aime Warhammer, je vais le tenser là-dessus, Ouais. mais en fait, voilà, j'ai bien compris que c'était pas... c'est une blague, quoi, je sais que, voilà, c'est pas par essence un jeu de droitard, c'est ça que je suis en train de dire. Ouais. Voilà qui est nettoyé, du coup toutes les offenses sont nettoyées, Warhammer c'est bien, tu viens de le dire, quoi. Si tu veux l'interpréter comme ça. Je ferai le montage en ce sens, évidemment. Parfait. Ok. T'as quelque chose à ajouter là-dessus? On a fait le tour? Moi je pense qu'on a fait le tour, mais j'ai plus rien à ajouter pour l'instant en tout cas. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur beaucoup de sujets, c'est pour ça qu'on va revenir, non? Sinon on arrête. Tu veux qu'on arrête? Est-ce qu'on propose une FAQ? J'imagine les questions de la FAQ. Est-ce que Warhammer c'est de droite? Oui. Question suivante alors du coup. Non. Il y a un site comme ça, je sais pas s'il existe encore. Tu rentrais un mot et il te disait si le mot, si c'était de droite ou de gauche. Faudrait essayer avec Warhammer. Ça doit y être. Hein. Bon, ok. Eh ben, on dit au revoir du coup. Eh ben on dit au revoir. Au revoir. Et merci. Au revoir. Merci pour ce moment. Quando l'anarchia verrà, tutto il mondo sarà trasformato e nei governi sarà il ricordo d'infame passato, l'aborrito confin sparirà, così pure